Poppies, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pop Talk et de la chaîne YouTube Le Pop Talk, puisque on continue dans notre lancée des doubles épisodes podcast YouTube. C'est ça. Et on revient pour un double focus. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, ça faisait au moins 2 fois. C'est vrai. Ou 3 fois. Alors qu'on avait enchaîné les doubles focus. On n'avait pas arrêté, comme des oufs. Mais là on s'est dit non, bon, on va essayer de varier un peu les formats. Exactement. Donc on revient un peu à un double focus, on revient en basique. Et un double focus avec un couple qu'on aime bien, mais on a fait nos préférés en premier. Oui. On peut peut-être commencer par dire qu'on les aime un tout petit peu moins que les précédents, même s'ils sont tous les deux super. C'est vrai. Et c'est, attention, roulement de tambour, Scarlett Johansson et Chris Evans, exactement. qu'on a associé parce qu'on trouve qu'ils ont une super alchimie amicale dans les Avengers, enfin globalement tous les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Chris Evans, c'est Captain America. Ouais. Et bon, Scarlett Johansson, qui est plus connue, c'est Black Widow. Black Widow, exactement. Donc, comment elle s'appelle Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, la Black Widow. Et donc, ils ont évidemment tout un tas de films en commun parce que, peut-être même plus que d'autres dans le MCU, parce que forcément, ils sont dans tous les Avengers, puisqu'ils font tous les deux parties de l'équipe originale des Avengers. C'est ça. Il y a 3 films Captain America, oui. 3 films, puisque Civil War, c'est plus un Avengers, mais c'est un Captain America. Donc, elle n'est pas dans le premier, puisque le premier Captain America se passe dans les années 40. Oui. Et donc elle n'est pas née. Mais donc elle est dans le deuxième Captain America, le Soldat d'hiver, et dans le troisième Captain America, Civil War. Ils sont dans tous les Avengers, tous les 3. C'est ça. Il y en a tous les 3, tous les 2. Tous les 2. tous les 3 Avengers, tous les 2 acteurs. Tout à fait. Tous les 4 Avengers du coup, parce qu'il y en a 4 des Avengers. Ah, il y en a 4 des Avengers. C'est pour ça le 3, j'étais là, le 3 me sortait de nulle part. Exactement. Soit il y a un acteur, je savais pas qu'on allait en parler, soit il manque un Avenger. C'est ça. Donc là, rien que les 2 Captain America et les 4 Endgame, ça fait... Les 4 Avengers. Ça fait 6 films en commun, et il y en a peut-être même d'autres, non? Où ils sont tous les deux. Après, je vois pas trop parce que... Non, je pense pas. Elle est aussi, donc Black Widow, elle est aussi dans certains Iron Man, voire peut-être dans tous les Iron Man, mais lui, non, pas le premier, je pense. Ok. Elle a commencé dans Iron Man 2. Ah ouais, ok. Et donc, mais bon, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait 6 films en commun. On trouvait qu'ils étaient cool parce que, en plus, les 2 personnages sont amis et ils ont vraiment effectivement une bonne alchimie. Une super alchimie. Mais ils ont aussi joué dans 2 films avant d'être Captain America et Black Widow. Ils ont joué dans 2 films en commun. Pardon. Juste, mais c'est une scène post-générique. J'allais dire, elle est dans Captain Marvel, Black Widow, mais dans une scène post-générique. Oui, donc, on compte pas les scènes post-génériques, sinon c'est trop compliqué. Ouais, exactement. Ok. Et oui, donc ils ont joué ensemble aussi dans 2 films avant le MCU. Ce qui leur fait 8 films en commun, ce qui est énorme. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup. Je pense que de tous les doubles focus qu'on a fait, c'est ceux qui ont le plus de films en commun. On est d'accord. Donc ça nécessitait quand même un double focus. Mais ici, comme tu l'as dit, Raphaël, c'est pas... Scarlett et Chris, c'est pas nos chouchous de toujours, mais... C'est pas Emma Stone ou Emily Blunt. Bah oui, mais bon, du coup, on les a déjà fait. On les a déjà fait, exactement. Et donc les 2 films qu'ils ont fait avant de jouer ensemble dans la MCU, c'est le journal d'une nanny, d'une babysitter en français. Le journal d'une babysitter, Nanny's Diaries en anglais. Et alors en français, les notes parfaites, The Perfect Score en anglais, donc qui est sorti en 2004. Donc c'est vraiment là pour le coup plutôt début de carrière. Premier film ensemble. C'est leur premier film ensemble. Et le journal intime d'une babysitter. 2007. Le journal tout court d'ailleurs, il n'est pas intime. C'est le journal d'une babysitter, c'est 2007. C'est vrai qu'il n'est pas intime. Bah non, il n'est pas intime. Il est dit à tout le monde. Mais c'est vrai que diary en anglais, ça fait plus journal intime. Normalement, c'est plutôt journal intime, ouais. Mais bon, c'est vrai que après. Oui, en finaille. On va peut-être commencer par les présenter et ensuite Alors on a décidé, on vous le précise, de faire un peu évoluer le format. On avait tendance à parler de toutes leurs filmons. Et donc on faisait des épisodes de 2h30 pour l'intro, 3h40 pour l'un, 4h12 pour l'autre. Quand tu commences à parler d'une Scarlett Johansson qui tourne depuis qu'elle a 14 ans et qui a fait 1 milliard de films, 8 ans même. Mais bon, c'est compliqué effectivement de faire. Donc vas-y. Elle a fait plus de 40 films et donc on s'est dit qu'on allait changer un peu le format pour que ce soit plus court et vous présenter chacune un film pour l'un, un film pour l'autre qui nous plaît, qui nous interpelle, enfin un film dont on a envie de parler pour plusieurs raisons
Et donc, on ne refera pas toute leur filmographie comme vous avez eu l'habitude pour nos fidèles poppies sur les précédents depuis le début. Après, du coup, voilà, sachez que si vous avez votre petit préféré en film, peut-être qu'on ne parlera pas de lui, mais on va essayer quand même par contre de donner des infos un peu sympas sur un peu plus que ce qu'on fait. Exactement. On fait comme d'hab, ladies first. Ouais, et j'allais dire juste, si d'ailleurs vous voulez nous dire vos films préférés avec Chris Evans et avec Scarlett Johansson, on a un compte Instagram, le Pop Talk. Vous pouvez retrouver le lien vers le Pop Talk en description sur la chaîne YouTube et sur le podcast, sur Encore, et enfin sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Et n'hésitez pas, il y aura un petit post dédié à cet épisode. N'hésitez pas à aller ou en commentaire sur YouTube directement. De venir nous dire ce que votre film préféré avec les deux. Tout à fait. Alors, je commence par vous parler de Scarlett Johansson, qui s'appelle Scarlett Ingrid Johansson. Donc, elle utilise son vrai prénom. C'est quelque chose qu'on vérifie quand même toujours. C'est quand même super important. C'est très important de savoir comment s'appellent les gens pour savoir de qui on parle. Exactement. Elle est dano-américaine, puisque son père est danois, avec même un grand-père suédois du côté de son père. Son père est un architecte qui a connu sa mère, qui elle est américaine, mais qui avait de la famille aussi au Danemark. Donc ses parents sont connus au Danemark. Sa mère est vraiment repartie dans l'histoire, l'arbre généalogique. Mais tu fais ça bien. Sa mère, elle est américaine, mais d'origine polonaise juive. Donc, elle a des gens de sa famille, au niveau de ses grands-parents, qui ont été, qui sont morts dans des camps ou même dans le ghetto de Varsovie. Pas dans des camps, dans le ghetto de Varsovie. D'après Wikipédia. J'ai pas vérifié mes sources. Oui, bon, mais on va quand même. Normalement, en wiki, il auto-vérifie ses sources. Normalement, c'est Et quand tu as les infos qui sont pas certaines, tu as entre parenthèses, cette info n'est pas suffisamment sourcée. Petit fun fact, je passe direct sur Chris Evans. Il y a une info non vérifiée sur la page Wikipédia de Chris Evans, comme quoi il aurait abandonné ses études pour devenir maître nageur. Et j'ai cherché à confirmer l'info, je n'ai pas réussi, donc je vous dis, peut-être pas. Si vous avez des infos complémentaires sur ça nous intéresse, venez nous le dire. Tout à fait, comme c'est pas suffisamment sourcé, il y a la petite parenthèse, attention, il n'y a pas la référence, donc je ne sais pas. C'est hyper intéressant. L'histoire ne le dit pas, je trouve que... Il faut qu'on demande, peut-être qu'on demande à Chris, on pourrait lui écrire sur Insta, il doit avoir un compte. Oui, il a un compte Instagram, j'allais y venir après, mais avec son chien, qui est trop mignon. Ouais. Mais c'est vraiment un petit choupi, Chris Evans, on va y revenir. On y reviendra. Donc ses parents sont connus au Danemark, mais Scarlett, elle est née et elle a grandi à New York. Donc elle a la double nationalité, on l'a dit, américaine et danoise. Elle a tout de suite voulu être actrice dès son plus jeune âge. À 7 ans, son frère a été repéré par un comment ça s'appelle, un casteur, un directeur de casting. Ah oui, c'est ça. Et elle était un repéreur, mais tout de suite, ça fait vachement pervers. Il l'avait repéré à la sortie de l'école, il lui a proposé des bonbons. Le frère de Scarlett Johansson a dit oui, on n'en a plus jamais entendu parler. Non, je plaisante. Donc il avait été lui casté pour un rôle, apparemment elle était morte de jalousie. Ouais. Et du coup elle s'est jurée qu'elle ferait une carrière. Et à 8 ans, donc un an après, elle a débuté à Broadway dans une pièce de théâtre avec Ethan Hawke. Ethan Hawke. Alors Ethan, si tu veux le dire. Ethan Hawke. Avec qui elle a, alors selon Wikipédia, un petit rôle de 2 lignes et selon Allociné, le rôle majeur. C'est vrai. Enfin, le rôle titre. Bienvenue dans cet épisode plein d'informations non vérifiées. Non vérifiées, exactement. Donc, bref, elle avait 8 ans, on s'en fiche. Et de toute façon, c'était une pièce de théâtre, on ne peut pas le retrouver pour vérifier. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Sur ce, elle joue des petits rôles dans des films, mais enfin, quand même dans des films avec des gens connus. Hein. Elle joue la fille de Sean... Non, pas de Sean Penn. On va encore se... Attends, mais du coup, Sean Connery, c'est un autre Sean. Parce qu'elle est aussi sortie avec Sean Penn. Et je me disais, si elle a joué sa fille dans un film et qu'ensuite elle est sortie avec Super Glock, ça aurait pu c'était Glock. Sean Connery est quand même plus vieux que Sean Penn. Oui. Parce que là, si elle avait joué la fille de Sean Connery et qu'elle était sortie avec Sean Connery, cela dit, Sean Connery, il est bien sorti avec Catherine Zeta-Jones. Donc, qui est plus vieille que Scarlett Johansson. Oui, elle est plus... Oui. Elle a peut-être 10 ou 15 ans de plus. Je peux regarder si tu veux. Je vais regarder l'âge de... Elle doit avoir 50 ans et Scarlett Johansson 36, donc elle a bien 15 ans de plus. J'ai oublié son nom. Ce qui me permet de vous dire que Scarlett Johansson est née en 84, donc elle a 36 ans, comme moi. C'est notre principal point commun, malheureusement. Oui. Ah, mais du coup, vous n'êtes pas nés la même année. On n'est pas nés la même année, mais on a toutes les deux 36 ans. Oui. Pour l'instant. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'elle fête son anniversaire. D'accord. C'est pas 37 pour toute la vie, mais d'accord. Non, c'est ça. Jusqu'au 22 novembre, date de son anniversaire. Ok. Et globalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ah si, dans les anecdotes, mais
globalement, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie privée. Elle est assez discrète. Elle protège vraiment sa vie privée. Petite pause. Vérification d'information, Catherine Zeta-Jones, elle a 51 ans. Oh, j'étais bien. J'ai dit 50. Ouais, c'était pas mal. Donc elle a effectivement pile 15 ans de plus en plus. Oui, exact. Oh, je suis trop forte. C'est beau. Ah ouais, voilà. Donc oui, pardon, je t'ai coupé. Donc pas grand chose à dire. Enfin, elle est pas hyper fun en interview. Elle a pas je pense qu'elle est assez discrète dans sa personnalité. C'est vrai qu'à un moment, quand on faisait les doubles focus, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait de quelqu'un, on disait oh, en plus, elle est super. Ouais, elle est super drôle, blablabla. Ouais. Et en fait, bon, j'ai un peu, en préparant l'épisode, j'ai un peu regardé quelques interviews de Catherine Zeta-Jones, pas du tout. J'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec l'épisode. Non, donc de Scarlett et Chris ensemble. Et bon, c'est sympa, mais c'est vrai que j'étais pas vraiment ils sont pas ultra drôles ni l'un ni l'autre. Ils sont pas ultra drôles. Non. En fait, ils sont un peu. Je trouve que leur rôle dans les Avengers, c'est un peu représentatif. Scarlett, comme son rôle de Black Widow, elle est plutôt sérieuse, elle fait les choses à fond, mais c'est pas la plus drôle de tous, quoi. Tu sais que je suis hantée par l'anecdote, on va vous la refaire, mais dans l'épisode double focus sur Emily Blunt et John Krasinski, son mari, tu dis ça parce que tu savais plus comment on l'appelait? Oui, exactement. Et j'ai vu que toi aussi, c'était pour te faire gagner du temps. C'est gentil, tu m'as gagné la seconde qui m'a permis de retrouver le nom de John Krasinski. À votre service. Et tu disais dans cet épisode que à la base, en fait, c'était Emily Blunt qui avait été castée, mais vraiment, c'était définitif. C'était son rôle, ouais. C'était son rôle, c'était pas juste elle a fait le casting, puisque John Krasinski... pour Black Widow. Oui, pour Black Widow. Parce que John Krasinski, il a fait le casting pour Captain America, mais de son propre aveu, en fait, ça n'a jamais été un projet, enfin, c'était jamais un truc. Mais Emily Blunt, elle avait vraiment été castée pour Black Widow, donc ça devait être notre Black Widow, et elle a finalement décidé de ne pas le faire pour pouvoir faire, j'ai encore oublié, Gulliver. Le truc, mais... Je ne me remets pas de cette information. Et alors, en préparant l'épisode, pareil, je me suis dit à Scarlett Johansson, et je me suis dit... cette Black Widow qu'on a eue par défaut, parce que Emily Blunt aurait été géniale. Et alors, depuis toutes ces années où on regardait Marvel, je m'étais jamais dit j'aime pas Scarlett Johansson en Black Widow, mais j'avais trouvé... Mais en fait, c'est aussi le personnage et pas... Voilà, elle a jamais eu de film. Je pense que peut-être aussi parce qu'elle peut pas vraiment... Enfin, tu vois, Scarlett Johansson, justement, ce qu'on disait, elle a ce côté un peu sérieux, je pense, et donc elle allait pas jouer quelqu'un de... un rôle hyper fun. Pas... Parce qu'en plus, elle a... Alors, franchement, aussi, à sa décharge, comme j'en ai regardé quelques-uns, bon, elle a des lignes de dialogue qui sont pas forcément super ouf, mais je pense qu'effectivement, Emily Blunt, elle aurait vraiment pu y rajouter un petit côté drôle, improbable, tu sais, comme ils font dans les Marvel, Cela dit, Natasha Romanoff, c'est censé être une ancienne agente russe complètement en PTSD... en français, un syndrome post-traumatique qui est une tueuse, enfin c'est une Black Widow, quoi. Elle est pas c'est la veuve noire, elle est pas censée être fun et improbable. Non, mais... Donc elle amène ce côté très sérieux de l'agent russe en pleine rédemption, quoi. Mais bon, moi je suis quand même dégoûtée qu'on n'ait pas vu, mais même si j'aime bien Scarlett Johansson. Bon, mais après je me dis... Alors moi je m'étais pas dit que je l'aimais pas, mais tu vois, on entend beaucoup, et alors d'un point de vue féministe, je comprends... Enfin, un film Black Widow en 2021, depuis le temps que vous étiez censé le faire, et je l'entends d'un point de vue féministe, mais alors d'un point de vue histoire, je me suis jamais dit Scarlett Johansson et Black Widow, mais donnez-moi en plus, quoi. Alors, moi je me le suis dit tout de suite, mais vraiment d'un point de vue plus féministe, mais aussi parce que, et je trouve que ça on le voit bien avec les séries dans le MCU, les séries qui sont en train de faire là sur les personnages secondaires, donc on a déjà fait des épisodes sur WandaVision, sur... Falcon et le soldat d'hiver, c'était des personnages que moi j'aimais bien déjà à la base, mais tu vois aussi que quand même quand tu leur donnes l'espace d'être plus développés, tout de suite c'est des personnages qui prennent en épaisseur, en profondeur et qui deviennent plus intéressants. Donc moi je réserve mon jugement sur Black Widow, j'attends de voir le film. Mais je pense que le film sera vraiment bien. Oui, c'est ça. Il va vraiment te faire dire en fait oui, ce personnage bien cool, et ensuite éventuellement tu revois les films et tu te dis ah oui, maintenant que j'ai le background et tout, c'est vachement plus sympa, quoi. D'ailleurs, tant qu'on y a parlé de ça, j'avais pas prévu de le faire maintenant, mais c'est logique de le faire maintenant. Moi j'avais prévu une catégorie pour Scarlett, le film que j'attends avec Scarlett, et donc évidemment Black Widow. Et alors j'ai l'impression, et j'espère que ce sera ça, moi je l'attends parce que on a toute une flopée de films sur des femmes agents russes un peu
entraînées à être des tueuses sanguinaires qui se servent du sexe pour arriver à leur fin. Dans le lot, il y a Anna de Luc Besson qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec Cillian Murphy et j'ai oublié qui. On a celui Atomic Blonde qui était avec Charlize Theron. Alors elle est pas russe, mais ça se passe en Russie. Il y en a d'autres, mais après il y avait Red Sparrow aussi. Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Donc ça, au moins ces trois-là qui sont tous dans cette même vibe. Et pour moi, ils ont tous le même défaut qui est soi-disant on te vend une femme forte et tu vas voir c'est pas sexiste et en fait ça l'est quand même parce que il y a tous les défauts de la représentation de la femme, un sexe symbole, etc. Et du coup je trouve que là je me dis avec Black Widow on va peut-être enfin on a failli avoir une crise d'aboiement, attention. Oui, parce que là on est chez moi, donc quand on est chez moi il y a toujours risque d'aboiement. Alors que quand on est chez toi, Raphaël, il y a une petite choupinette mignonne qui fait un petit chat qui D'ailleurs, si vous êtes sur la chaîne YouTube, sur l'épisode précédent, on voit ma petite choupinette. Ah bon? Oui, elle s'est mise à la baie vitrée derrière nous pour qu'on lui ouvre et on l'a jamais vue et on la voit qui attend pour qu'on lui ouvre à la baie vitrée. Je n'avais pas fait attention. C'est sur je pense à peu près à 30 minutes de la fin que vous pouvez la voir. Donc la pauvre, on la voit attendre pendant une demi-heure et on vient jamais l'ouvrir. Ça c'est quand même à fond. Enfin, je sais pas s'il reste une demi-heure, mais on la voit à ce moment-là. Je crois que là il y a un petit museau de petit choupi. Si vous êtes en vidéo, voilà, vous voyez une petite guest star. J'étais en train de dire, je me disais qu'avec Black Widow, on aurait peut-être enfin. On peut enchaîner. Il est là, non mais Black Widow ça va bien. On en a marre quoi. On aura peut-être enfin le film sur une femme agent russe sans le sexisme. Oui. Et avec je me l'étais pas dit, mais t'as raison. Tous ces films-là, ils ont un côté super cool, d'action, mené par une femme, quand même cette ambiance un peu Russie, etc. C'est un berger allemand, alors il est là. Bon, la Russie, je sais pas, on a un rapport mitigé sans doute en tant qu'Allemand avec la Russie. Ça c'est sûr. De quelle Allemagne il est? Est-ce qu'il est Allemagne de l'Est ou de l'Ouest déjà? Ils ont quand même aujourd'hui tous un passif même de l'Est. Hein. Oui. C'était pas forcément choisi, je pense. C'était subi, Et ça suffit. Bref. Donc moi c'est pour ça que j'attends beaucoup ce Black Widow, au-delà de merci, un deuxième film sur les 23 tenu par une femme, il était temps. On a la série Vendavision et la série Agent Carter, donc ça fait 4 sur allez, si on rajoute les séries 4 sur 26, c'est pas si mal, ça reste trop peu quoi. Puis bon, les séries c'est quand même c'est pas non plus la même ampleur. En plus, il y avait eu aussi... Surtout Agent Carter. Oui, c'est ça, surtout Agent Carter. Mais même en termes de merchandising et tout ça, il y avait eu il y a quelques années, il y avait eu tout un scandale parce qu'ils existaient tous en gamme de jouets, parce que évidemment, derrière, c'est une industrie aussi sur les produits dérivés et tout ça. Et en fait, il y avait quasiment rien de Black Widow, alors qu'il y avait de la demande. Et donc, ça avait fait un peu scandale d'un point de vue féministe, logiquement, en mode... même quand il y a des super-héroïnes, tu les mets pas en avant et t'en fais pas des produits dérivés, ce qui contribue à les maintenir à l'image de personnages secondaires en fait, parce que c'est aussi avec tous les produits dérivés et tout ce qu'ils font autour des films qu'ils maintiennent la hype autour des films quoi. Donc c'est vrai que c'est nul. Voilà. Du coup, je reprends sur la présentation de Scarlett. Oui. Et j'allais enchaîner sur... je vais pas parler de sa filmo du coup. Je vais enchaîner sur... je continue un peu avec sa vie privée que j'avais commencé à présenter. Donc elle est assez discrète sur sa vie privée et je pense que c'est parce qu'elle fait partie de ces femmes qui ont une vie amoureuse où elle n'est pas restée mariée pendant 25 ans avec le même mec. Avec plein de mecs différents. Et donc, non, 2 fois. Okay. Elle est actuellement mariée avec son 3e mari. C'est ça. Ouais. Et donc elle a, je pense, subi pas mal de pression de la part des médias hollywoodiens, qu'elle critique d'ailleurs beaucoup, enfin des médias et des paparazzis, enfin de la presse de manière générale, qu'elle critique d'ailleurs beaucoup. Et ce qui l'amène, je pense, à être assez discrète, d'autant que, on va faire un peu de gossip, on va favoriser ça. Elle a l'air d'être assez, de pas concevoir forcément la monogamie comme étant quelque chose d'instinctif, je cite.
et que donc elle essaie vraiment d'amener ça dans son couple, mais qu'apparemment c'est difficile quand même. Bon, cela dit, elle fait bien ce qu'elle veut, Oui, c'est clair. c'est sa vie privée. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage que les médias la jugent et mettent en avant, cette partie-là de sa vie. Alors, elle a été mariée en premier avec Ryan Reynolds, qui est un peu improbable comme couple. Ce que je te disais avant l'épisode, moi j'ai toujours trouvé, je sais pas, j'ai mis des années avant d'arriver à me rappeler que Ryan Reynolds et Scarlett Johansson ont été mariés. Après, ils sont super improbable. En fait. Ils ont le même âge. Non, c'est pas improbable dans l'absolu, mais improbable. En fait, je pense que ce que je trouve improbable, et du coup c'est super sexiste, c'est que c'est très rare d'avoir des couples où quand les deux sont des acteurs, la femme est genre significativement plus connue que l'homme. C'est ce qui a causé leur divorce. Hein, c'est vrai. Parce que Ryan Reynolds avait vraiment du mal avec ça. Ouais, oui, parce qu'en fait je pense que c'est... Enfin, dans tous les exemples que j'ai, soit les deux sont super connus, soit l'acteur est plus connu, mais c'est quand même assez rare d'avoir... Ou alors, t'as des actrices qui sont mariées avec des gens qui sont pas du tout Enfin, qui sont pas eux-mêmes des acteurs, mais quand t'as les deux qui sont des acteurs, c'est quand même assez rare que ce soit elle qui... Ça n'a pas marché du coup, à cause de ça. Ils ont été mariés 2 ans. Ensuite, elle a été mariée avec un Français pendant longtemps qui était Romain Dauriac, qui a travaillé plutôt dans la presse. Il était éditeur d'un magazine. Elle a une fille avec... Et ils sont restés mariés un peu plus longtemps, ils sont restés 4 ou 5 ans ensemble. Et aujourd'hui, elle est mariée avec un écrivain et comédien, Colin Jost. Il écrit pour des shows genre Saturday Night Live, Weekend Update, des shows américains dont on n'a jamais entendu parler. Ah si, Saturday Night Live, c'est le... T'as déjà vu un épisode de ça? Moi, j'ai jamais... Alors pas en entier, je pense, mais j'ai déjà vu des... Ouais. Parce qu'ils y passent tous, en fait, il y a des trucs... oui, j'ai déjà vu des interviews, des scénettes et des interviews, des trucs, et c'est quand même vraiment très sympa. Enfin, je pense que si on avait un équivalent en France, ça pourrait faire partie des rares trucs que je regarderais. Enfin, je sais pas si ça marcherait, mais tu vois, moi, je regarde pas du tout d'émissions, jamais. Et là, il y a vraiment un peu... Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un truc aux États-Unis. Ah oui, complètement. Oui, par contre, c'est jamais... Enfin, pour regarder, il faut regarder ça sur YouTube, et c'est pas du tout diffusé ni rien. C'est vraiment une émission télé, quoi. Et donc elle est toujours avec son mari, Colin Jost, voilà, qui est écrivain. Et alors, dernière anecdote, et c'est le plus fun que j'ai trouvé. Attention. Attends, après moi j'ai une polémique. Je fais un peu de teasing sur la suite de l'épisode. Okay. Tu me regardes comme si tu n'en avais jamais entendu parler, tu es censé savoir ce que c'est, mais c'est pas grave. Vas-y, fais le fun fact, pas si fun. Le fun fact de Scarlett. Je suis censée savoir ce que c'est? Ouais. Ça te parlera quand je vais le redire. Oui, on n'en a pas parlé avant. Non, on n'a pas parlé. Oui, on a effectivement pas parlé dans les 10 minutes qui ont précédé le début de l'épisode. Mais on en avait déjà parlé. Oui, complètement. Enfin, je veux dire, on n'en a pas parlé là aujourd'hui. Non. Oui, donc quand tu as dit que j'étais censée savoir ce que c'est, je pensais que tu disais que j'étais censée savoir que tu allais en parler aujourd'hui. Non, je viens de l'annoncer. Ok, ça marche. Grosse nouveauté. Qu'est-ce que je disais du coup? Un fun fact pas si drôle parce que t'as rien trouvé de plus drôle. Parce qu'elle est pas très fun. Et donc le plus fun que j'ai trouvé, c'est qu'en fait elle adore le fromage. Elle a déclaré que c'était son plus grand vice dans la vie. Et elle a déclaré rien d'autre ne règne sur ma vie. C'est vrai que... À part le fromage. Même, c'est genre la meuf, elle aime le fromage vraiment. C'est le fun fact. Ok. C'est le plus fun que j'ai trouvé sur elle. Ouais, moi j'ai pas vraiment de fun fact non plus sur Chris parce qu'il est pas drôle. Ouais. Mais donc, pour la partie polémique, Scarlett Johansson a joué dans Ghost in the Shell, qu'on a vu aussi. Ah oui, tout à fait. Ouais, voilà. Je sais, je vois de quoi tu parles. Oui. Et donc, qui est sorti en je sais plus quelle année. Et à l'époque, ça a fait quand même une polémique. D'ailleurs, ça reste un peu un running gag sur les réseaux sociaux. Puisque Ghost in the Shell, c'est... 2017. Elle interprète dedans un personnage qui est censé être asiatique. Je pense que ça se passe japonais, même plus précisément. Oui, c'est un manga. Au départ, à la base, c'est un manga. Après, je me demandais s'ils avaient refait l'histoire dans le film ou pas. Mais effectivement, à la base, c'est un manga. C'est une adaptation. C'est une adaptation d'un manga, donc avec des personnages qui sont censés être tous japonais. Et en plus, là, vraiment, dans celui-là, elle a un nom de personnage japonais. Je me rappelle plus. Donc, il y a vraiment, et donc, ça avait vraiment fait à l'époque scandale parce que c'est dans la grande lignée du whitewashing. Je suis. Pardon. C'est dans la grande lignée du whitewashing qui est fait
par Hollywood. On va faire comme si on n'avait rien entendu de cette petite intrusion de pub. J'ai coupé le son sur mon ordinateur, rassurez-vous. Et ce qui est quand même un phénomène qui est assez régulier, alors de moins en moins, mais 2017 c'est quand même pas si Il s'améliore quand même. Il s'améliore, mais bon, c'est pas rare de voir effectivement... Je pense que ce scandale a vraiment joué dans le fait que dans des dernières productions, notamment le Disney... le Mulan de Disney, il se soit dit non mais là on peut plus continuer. Oui, tu peux pas. Je pense que c'est un des derniers scandales qu'il y a eu et qui a un peu fait basculer c'est effectivement un des derniers les choses. auxquels je pense. Mais oui, je pense que ça fait chaque scandale amène sa petite pierre et là ça a bien. Qu'est-ce que tu allais dire un truc? Ouais, vas-y, je cherche son nom pour confirmer. Et ensuite en fait il y a eu un deuxième scandale et là je trouve que l'histoire est intéressante, je l'avais pas du tout en tête. Elle a été castée à l'époque, alors j'ai pas l'année, ça devait être peut-être en 2017 ou 2018. Donc pas très longtemps après la sortie de Ghost in the Shell, elle a été castée pour jouer dans le film Rub and Tug. Et elle devait à l'époque... Rub and quoi? And Tug. Rub and Tug. Ça veut dire quoi? Rub c'est voler? Non, rub, je pense que c'est frotter et tug tirer. À mon avis, il y a un jeu de mots dans le film parce qu'en fait, la polémique, c'est que elle était censée jouer un personnage transsexuel, donc ça a fait une deuxième polémique. Après avoir joué une japonaise, ensuite de jouer, parce que en fait dans cette même logique du whitewashing où tu prends des acteurs blancs pour jouer des personnages, des personnes de couleur, tu prends des personnes pas transsexuelles pour jouer des personnages transsexuels, c'est quand même un problème, sachant que des acteurs et des actrices transsexuelles, il y en a. Des japonais aussi. Et des japonais. On le précise. Tout à fait. Elle avait commencé par se défendre en disant mais c'est déjà arrivé dans l'histoire du cinéma. Par exemple, il y a Jared Leto qui a joué un personnage transsexuel, il y a Felicity Huffman. Donc ça a déjà arrivé. Le racisme aussi c'est déjà arrivé dans l'histoire, il y avait même l'esclavagisme tout à fait, du coup pas du tout. Et en fait ensuite elle a fini par dire suite au scandale je me retire du projet, et elle a fait un communiqué en disant cette histoire m'a fait beaucoup apprendre, je suis encore en phase d'apprentissage sur tous ces sujets-là. J'avais pas conscience que ça posait un problème, mais maintenant j'ai compris pourquoi c'était un problème, et donc elle s'est retirée du projet. J'ai pas la suite de l'histoire, donc je sais pas si le film Rub and Tug, dont à mon avis je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, est sorti ou pas. En tout cas il n'est pas avec Scarlett Johansson. Si, c'est sorti en 2019. C'est un film réalisé par Rupert Sanders. Et qui joue le premier rôle. Tu sais quoi, il faudrait regarder la traduction du film, le nom québécois, pour savoir comment ils l'ont traduit, pour savoir tu vois, si on y a... ça veut dire. Exactement. Pour savoir s'il y a un jeu. Apparemment, c'est pas sorti puisque je le vois dans prochainement. Ah oui, peut-être. En tout cas, voilà. Donc pour vous dire de quoi ça va parler, ou ça parle, je sais pas s'il est sorti, inspiré de l'histoire vraie de Jean-Marie Gill, qui a monté un business de massage et de prostitution en se faisant passer pour un homme. Alors en se faisant passer pour un homme, à mon avis du coup, vu ce qu'on vient de dire sur le truc de l'histoire transsexuelle, je pense que c'était pas la bonne manière de résumer le film. Non. Donc je viens de dire le résumé à Halluciné, c'est pas moi qui le dis comme ça, c'est pas moi qui viens de le dire comme ça. J'allais dire ça, soit elle se fait passer pour un homme et elle aurait pu jouer dedans, soit elle est transsexuelle et il faut pas dire qu'elle se fait passer pour un homme. Je pense qu'il y a un problème de synopsis. Il y a un problème de synopsis, ouais. Quand je l'ai lu, j'étais là, non, ça marche pas. C'est pas bon. Ok. Donc il n'est pas sorti. Ok. Qu'est-ce que je voulais... Est-ce que tu as autre chose à dire sur Scarlett? Oui, j'avais un truc à dire sur le scandale dans Ghost in the Shell, parce qu'il me semble qu'avec des effets spéciaux, ils lui avaient étiré les yeux. Ils ont... du coup, je me suis un peu replongée dedans. Il y a des suspicions et le studio a démenti, mais il y a plein de gens qui disent... Je viens de regarder les photos, c'est sans aucun doute. Je me rappelle qu'on s'était dit... Et dans tous les cas, même si c'est du maquillage, enfin, il y a un moment, c'est comme les blackface, tu peux pas te déguiser en personne après, quand je dis ils lui ont étiré les yeux, ça peut être par du maquillage, c'est pareil. Oui, c'est le même problème. Ils ont fait en sorte qu'elle ait l'air d'avoir des yeux bridés, quoi. Complètement. Mais ils ont démenti. Mais bon, a priori, effectivement. Et je me rappelle qu'on s'était vachement fait la réflexion quand on l'avait vu au ciné. On avait bien aimé, mais on était un peu ressortis en disant mais quand même, Scarlett Johansson en japonaise, c'est chelou, quoi. Bah oui, c'est clair. Et effectivement... il y a un peu à côté. Moi, de temps en temps aussi, je mange le dernier Magnum qu'on a dans le congélo et après je démente. Ça veut pas dire que je l'ai pas fait. Ça veut pas dire que c'est faux. Franchement, c'est pas... Enfin, complètement. À partir du moment où tu sais parler, tu sais dire c'est pas moi alors que c'est toi. Tout à fait, on est d'accord. C'est une blague. Bon, bref.
Donc voilà pour la partie polémique, à défaut d'être drôle, Scarlett. Et donc il y a un peu un running gag de temps en temps. À chaque fois que Scarlett, enfin moi j'ai déjà vu plein de blagues comme ça qui passent quand tu sais, quand elle a une robe super belle ou quand elle est vraiment, tu sais, super bien apprêtée, t'as toujours des commentaires et souvent ça vient de nanas asiatiques qui disent ah bah oui mais c'est parce que nous les asiatiques il y a vraiment tout qui nous bat, tu vois. Et donc je trouve ça super drôle parce qu'il y a quand même ce côté, tu sais, un peu running gag de genre. Je n'avais jamais vu ça. Tu l'as jamais vu. Si je te retombe sur des trucs, je te le ferai suivre. On le mettra en story. On le mettra en story, tout à fait. Est-ce que tu as fini avec Scarlett? Est-ce que je présente Chris? Bah oui. Qui n'est pas drôle non plus, hein, désolée, ce sera l'épisode pas fun du en même temps, c'est Captain America, quoi. C'est Captain America, et c'est exactement ça. C'est exactement pour ça que c'est pas mon préféré, en fait. Oui, alors après, moi, je trouve que c'est cool, mais moi, j'aime. Donc, Chris Evans, qui s'appelle Robert Evans. Bah, ils sont accordés même sur leur nom. Exactement, bah, c'est des personnes genre qui sont fidèles à elles-mêmes jusque dans leur Ils sont normaux, ils changent pas de prénom. Exactement. Il est né le 13 juin 81, donc il a 39 ans. J'ai noté c'est son vrai nom, mais bon ça je viens de le dire. C'est le deuxième enfant sur 4. Il a un frère et 2 sœurs, dont la petite dernière a été adoptée. Il vient d'une famille catholique, mais il étudie le bouddhisme. Donc voilà. Et enfin, il aimait les comédies musicales, il est fan de Disney, même encore maintenant. Il a fait des camps d'été, de trucs artistiques. Il a joué dans une représentation de Bye Bye Birdie, mais bon, potentiellement, tu vois, genre un truc à l'école. Je ne sais pas le détail de ce qu'il a fait. Et il faisait avec ses frères et sœurs des petits spectacles, tu sais, à Noël. Bah oui, je pense que c'est le truc des familles nombreuses, ça sans doute. Ah bah oui. Moi, nous, on faisait ça un peu avec ma soeur et ma cousine aussi, tu vois. On faisait des petits trucs, on chantait au piano et on faisait des petites scénettes, des bidules comme ça. On avait refait tout Émilie Jolie, en entier, toute la comédie musicale. Je pense qu'on l'a sur une cassette. C'est ouf. Ouais. C'est bien, c'est l'avantage quand t'es assez nombreux, c'est que du coup, tu peux faire... On était 4. Ouais. C'est chouette. Donc voilà, il a ce côté très petit choupi. Comme je disais, il est fan de Disney, mais même encore maintenant, a priori, il va super souvent à Disney World. Il connaît les paroles de la petite sirène par cœur, a priori. C'est typique de genre enfant de famille nombreuse catholique, quoi. C'est les mêmes en France et aux États-Unis, apparemment. C'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Le truc de genre on fait des petits spectacles à Noël, et là je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment la famille de petits cathos. C'est pour ça que je me suis dit, c'est cool d'en parler quand même. Donc, mais il a quand même plein de tatouages. Donc c'est son sa maman ne doit pas approuver. Ah, je ne sais pas. Il est super proche de sa mère. Qui doit quand même pas approuver les tatouages. Je sais pas, l'histoire ne dit pas, mais il a que des tatouages qui veulent dire quelque chose. Par contre, tu sais, ils ont tous une symbolique et tout ça. C'est pas genre juste il est joli, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, bon, il a eu pas mal de petits rôles divers et variés. Avant le premier truc qu'il a un peu révélé, c'est Another Teen Movie. En français, c'est Sex Academy. C'est un truc de... C'est un... Comment t'appelles ça? Pas un remake, mais tu sais, un truc qui se moque des teen movies. Ah, une satire? Oui, alors j'allais dire le mot pas intelligent. C'est un autre mot, tu sais, pas une satire, mais bon, oui, c'est... mais tu sais, genre... Non, Bon, bref, peu importe. Ça me vient pas là. Ouais, c'est pas grave. Mais je vais regarder Sex Academy, tu dis? Sex Academy en français, Not Another Teen Movie en anglais. Okay. Donc ça c'est le premier truc qu'il a un peu révélé, et ensuite son rôle, le premier rôle un peu gros qu'il a eu, c'est Les 4 Fantastiques en 2001. Pardon. Donc Sex Academy en québécois, c'est pas encore un film d'ado. Mais en même temps, c'est tout à fait ça. C'est pas super bien dit. Alors c'est pas super bien traduit parce que c'est plus pas un autre film d'ado. C'est pas un autre film d'ado. Et pas encore un film d'ado. Ça c'est vrai. Une parodie, c'est ça que je cherchais. Ah oui, c'est une parodie de teen movie en fait. Ouais. Voilà, donc ça c'est... Donc je sais plus ce que je disais, c'est la parodie de teen movie. Oui, et ensuite son premier grand rôle, le rôle qu'il a un peu révélé, c'est celui de la torche là, dans Les 4 Fantastiques, où tu as eu la révélation pendant notre épisode, c'était l'épisode numéro 6 sur le MCU, que c'était lui qui faisait... En même temps, il est super jeune. Il est super jeune, il est vachement moins baraque, parce qu'il il est vachement plus élancé. Ouais. Il est très fit aussi hein, dans Les 4 Fantastiques, mais il fait vachement plus mec élancé que gros baraque, genre à la Captain America. Ah, c'est clair, physiquement, rien à voir. Ouais, mais non, mais complètement. Et ça, du coup, ça lui change son visage, parce qu'il est... Non, mais je pense que les mecs, jusqu'à une trentaine d'années, ils ont quand même le visage... Enfin,
ils évoluent et il devait avoir une vingtaine d'années, non quel âge il avait? Quand il est en 2007, c'était... Non, pardon, 2001, le premier 4 Fantastiques. Pas du tout. 2001, c'est Another Teen Movie. Les 4 Fantastiques, c'est 2005 et 2007. Donc en 2005, il avait... comme il est dans 81, il a l'âge de Nico. Donc ça veut dire qu'en 2005, tu dis Ouais. Il avait 28 ans. C'était pas un si petit choupi. Non. Mais bon, en tout cas, moi je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il a vraiment ce côté mec qui. Peut-être pas du tout, il faudrait qu'on vérifie à la calculatrice. On est en train de dire n'importe quoi. Pas grave. Et il a vraiment une personnalité de. Ça, quand je dis c'est vraiment un petit choupi, moi je trouve que c'est vraiment ça. Enfin, il est vraiment. Je trouve qu'il ressemble vachement à Captain America sur le côté. Tu sens que je pense que c'est vraiment fondamentalement un mec bien. Ouais. Il a l'air genre super gentil. Je l'ai dit, il supporte le mariage gay depuis longtemps. Il est contre le port d'armes. Il était dans le camp. Il a participé à la campagne pour Hillary Clinton. Il a vachement critiqué la politique de Trump. Et il a ce fameux chien Dodger qu'il a adopté dans un refuge en plus, tu vois, pendant qu'il était en tournage. Sur lequel il est tellement choupinou avec. Moi, ça fait longtemps que je le suis, Chris Evans, même avant qu'on ait le Pop Talk sur Twitter. Et ensuite, maintenant, on le suit aussi sur Instagram. Et il passe sa vie à poster que des photos de son chien. Tu sens vraiment le mec qui s'en occupe super bien. Enfin, il a vraiment ce côté... c'est vraiment un amoureux des animaux, je pense, c'est un vrai. Et c'est cool parce que de temps en temps, tu suis des gens et puis en fait, tu te rends compte que tu les aimais bien en acteur, mais la personne derrière te plaît pas plus que ça. Alors toi, moi j'ai eu la grosse désillusion avec Chris Pratt que j'ai suivi sur Twitter et ensuite j'ai fini par me dire non, en fait, je pense qu'il faut que j'arrête de le suivre. Chris Pratt, c'est un peu pour le coup, il est aux antipodes de son personnage. Chris Pratt, c'est Chris Pratt. Il est donc c'est le comment il s'appelle, c'est Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est un peu l'américain profond, tu vois, il fait partie d'une église qui est ouvertement anti LGBT. Il a jamais trop parlé de ses opinions politiques, mais il y a tout un débat sur le fait qu'il est bien à droite, plutôt pro-Trump, bien à droite, très conservateur, très. Et effectivement, il tweet vachement de trucs dans ce sens-là. Alors bon, les 3/4 des tweets n'ont pas d'intérêt, tu vois, et les quelques-uns. Et donc j'avais fini par me dire non, je vais arrêter de suivre Chris Pratt parce que genre j'aime bien, tu vois, le personnage et ça va me pourrir le truc. Mais en l'occurrence, Chris Evans, c'est le genre de mec, tu vois, tu le suis et tu te dis ah non, mais il est génial. Alors moi, du coup, pour le coup, je faisais la grimace pas parce que ça m'était jamais arrivé, mais parce que alors moi, tout ce que tu dis sur Chris Evans, je suis un peu là, boring. Ça, je me dis, mais alors c'est pas du tout le genre de mec à qui je pourrais m'intéresser, tu vois. Ah, moi je trouve que le côté petit choupi avec son animal, c'est mignon, tu vois. Ouais, c'est mignon, enfin ça fait rendre pas quelqu'un intéressant, quoi. Ah bah si, moi je trouve que pas du tout. Je trouve qu'il a un côté hyper lisse, et c'est justement ce que j'aime pas dans Captain America, il a un côté hyper lisse, parfait, et moi je trouve, c'est pas du tout ce que je recherche chez quelqu'un, en fait. Après, moi j'aime bien, comme on a dit, je trouve qu'effectivement il ressemble vachement à Captain America. Et Captain America, moi c'est un personnage que j'aime bien. Alors je le préfère quand il est en groupe que dans les histoires où il est tout seul parce que c'est chiant. Parce que sinon c'est un peu boring. Parce que en fait le mec qui fait tout bien, c'est sûr que ça fait pas une histoire passionnante. Mais en même temps, je trouve qu'il représente vraiment des valeurs que moi je trouve super intéressantes. Et dans le MCU, il a vraiment ce côté. Représentation des valeurs morales. Au début, moi, quand j'avais vu les premières images de Captain America, j'étais là, oh là là, le truc patriotique à mort, super boring, de genre les Américains, les États-Unis, c'est génial et tout ça. Et en fait, je trouve qu'il il a vraiment un côté valeur au-delà du, enfin, justement pas patriotique, mais le côté être une bonne personne, c'est un truc universel. Faire le bien, c'est au-delà de la nation que tu sers. Et je trouve qu'il a vraiment un côté Captain America, c'est un personnage que j'aime bien pour ça. Après, c'est clair que je trouve que ça passe mieux dans les Avengers, quand il est en synergie, ou dans Civil War, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Moi, je trouve que du coup, ça en fait pas un personnage hyper réaliste, c'est du coup pas hyper intéressant, il n'est pas du tout humain. Et du coup je trouve ça hyper dommage. C'est le mec qui se trompe jamais, il a tout le temps raison, il est parfait et lisse et du coup c'est effectivement un symbole et pas une vraie personne pour moi. Et je trouve ça hyper dommage de pas aller creuser sur plutôt ce qui nous rend humains que sur un symbole parfait. C'est bien, c'est dans une vitrine, tu vois, mais après je trouve que pas très intéressant, dans un univers où t'en as plein de super-héros, c'est intéressant d'en avoir un qui est l'exception. Et c'est un peu ce qui est creusé aussi dans la série Falcon and the Winter Soldier, sur le côté un peu exception
parmi tous les gens qui ont des pouvoirs sur le côté. La règle, c'est quand même plutôt que quand tu as du pouvoir, ça finit, ou ça peut facilement finir par te corrompre ou par te faire faire des trucs que tu devrais pas faire. Et l'exception, c'est Captain America, mais qui le fait un petit peu, parce que dans Civil War, il fait quand même passer ses intérêts personnels en protégeant son ami d'enfance contre les intérêts des autres, tu vois. Donc il a quand même un peu... Et c'est jamais dit. Non, c'est jamais dit. Jamais on dit, oui, Captain America, il est pas parfait, quoi. Et c'est dommage, je trouve. Iron Man, il lui dit, mais bon, oui, comme son voilà. Mais bon, oui, je trouve que c'est dommage qu'il soit pas allé un peu plus sur, en fait, il est pas parfait non plus, et regarde, il a fait ça, et du coup, il est trop lisse. Moi, je trouve ça moins intéressant, en fait. Je comprends. Mais bon, pour finir sur le côté petit personnage choupi que tu vas trouver lisse, il participe aussi évidemment à des œuvres caritatives. Non, mais après ça c'est bien, mais beaucoup d'acteurs le font quand même. Beaucoup d'acteurs le font. Après, ils ne le font pas tous au même niveau. Et lui, il a vraiment utilisé... Pardon, tu es au courant de l'histoire avec le petit garçon à qui il devait donner son bouclier? Je sais pas s'il lui a donné au final. Ah, je sais pas, non. Je connais pas cette histoire. Ce que je disais, c'est juste, en fait, il a aussi beaucoup utilisé sa position de Captain America et la synergie avec les Avengers pour organiser il a organisé une collecte de fonds où il a embarqué tous les autres acteurs qui sont dans les Avengers pour participer. C'est pareil, il avait fait plus ou moins un pari avec Chris Pratt quand ils ont fait une visite dans un hôpital. Alors je sais pas qu'est-ce que c'était le pari, mais qui a ajouté à pareil, ils ont réussi à lever vachement de son fonds, qui se sert vachement de son aura de Captain America au bénéfice des œuvres caritatives. Ça, je trouve ça quand même chouette parce que il y en a beaucoup qui le font, mais ils le font quand même pas tous. Non, ils le font pas tous. C'est pas forcément une évidence tu vois, ils s'impliquent pas tous dans des causes où tu vois, il y en a qui restent complètement apolitiques. Et d'ailleurs, Scarlett Johansson, elle a soutenu Barack Obama, pour info. On parle de ça. Oui, je pense qu'il y avait eu... c'est un peu dans la même série ensuite, mais effectivement, ils ont... je crois qu'il y avait... en fait, je me demande si la politique... Non, mais c'est parce que c'était plus Barack, parce que un bout de la polémique avec Chris Pratt qui soutient Trump, c'était qu'il y a tous les Avengers... il y a eu un événement autour de je pense que c'était pour Biden, donc c'est quand même vraiment plus récent. Et Chris Pratt, il est genre pas venu, tu vois. C'était pas le seul à pas venir, mais ça a renforcé le côté, mais vraisemblablement, en fait, c'était pas... Et alors, c'est quoi l'histoire du petit garçon? Alors, il y a une histoire qui a bouleversé l'Amérique il y a quelque temps, d'un petit garçon de 6 ans qui s'est interposé pour sauver sa petite sœur qui était en train de se faire attaquer par un chien. C'est vrai. Qui a eu 90 points de suture au visage. Parce que du coup il s'est fait attaquer par le chien et il a réussi quand même à se débarrasser du chien et à mettre sa petite soeur à l'abri, et il aurait déclaré si quelqu'un devait mourir c'était moi et pas elle, tu vois. 6 ans, tu vois que c'est réaliste. Il y en a, tu vois, il a 6 ans, il a eu encore le temps de faire des conneries quand même. Il a encore le temps, tu vois, mais peut-être que c'est un futur Captain America dans l'âme, tu vois. Ça reste à prouver. Et du coup, ça a ému bien sûr toute l'Amérique parce que ça a tourné sur les réseaux sociaux, et Captain America lui a offert Chris Evans lui a offert son bouclier. C'est trop cool. Le bouclier de Captain America. Parce que c'est pas un petit choupi. Et si, mais ça j'ai jamais dit que c'était pas un choupi, j'ai dit qu'il était boring. Ah non, moi je trouve que c'est... Après, c'est cool qu'on ait aussi des genres plus drôles, tu vois, du genre parler de Emily Blunt, c'est plus rigolo que parler de Chris Evans, mais moi je trouve ça vraiment cool. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière, hein. Je dis pas qu'il devrait pas être comme ça, je dis juste que ça m'intéresse pas à titre personnel. C'est un grand romantique aussi, j'ai le dernier truc que je voulais dire sur lui, mais ce qui va un peu avec le personnage, mais donc... c'est un grand romantique. A priori, il a dit qu'un jour, s'il trouvait l'âme sœur, il serait prêt à arrêter toute sa carrière pour fonder une famille. Et à mon avis, tu peux faire les deux. Mais bon. Mais oui, t'es là, mais pourquoi? Enfin, tu vois, pourquoi? Moi, je pense que c'était une manière un peu grandiloquente de dire qu'il pourrait faire passer sa vie de famille avant sa vie d'acteur. Je pense que c'était ça le... Parce que du coup, ça ferait de son conjoint une seule personne quand même. Sauf si c'est lui qui décide, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu... Quand même, si tu te mets avec Chris Evans, sachant que c'est quand même un bon acteur, et comme il est bon là-dedans, si tu l'obliges à arrêter sa carrière pour la famille, c'est quand même assez naze. Non? Après, il a le droit de vouloir arrêter, tu vas pas l'obliger à continuer. Mais je suis d'accord. Ce serait quand même dommage, et à mon avis... La manière dont il a formulé, c'était pas le jour où je trouve quelqu'un, je veux arrêter. C'était genre, je serais prêt à sacrifier ça. C'était dans ce sens-là que je le disais. C'était lui. Parce que là, j'ai paraphrasé, c'est genre avec mes mots, mais dans l'idée, c'était vraiment de dire le jour où je trouve la bonne personne, je serais content pas forcément j'arrête, mais genre si
si j'estime que je fais passer ma vie perso avant, je le ferai sans problème. C'était plutôt comme ça qu'il le disait. C'était pas en mode je serais prêt à tout arrêter pour la personne qui m'obligera à arrêter d'être acteur. Qui va me martyriser parce que je suis un grand romantique. Et donc du coup, je vais me laisser faire ça. Je vais me laisser faire, non. Je pense que c'était pas trop l'idée. Voilà pour Chris Evans, que moi je trouve très choupi, comme ça tu le trouves boring, mais... Oui, c'est vrai. Pour résumer la conversation. Exactement. On passe au film qu'ils ont en commun. On commence par le plus vieux très vite parce que c'était The Perfect Score, donc j'ai vu, enfin que moi j'avais jamais vu, mais que j'ai vu pour préparer l'épisode, où j'ai fini par te dire c'est pas la peine que tu le regardes parce que pas très envie. Non. C'est vraiment, je le recommande pas, c'est assez nul. Enfin, le propos est intéressant parce que c'est un film qui critique le système de notation, le SAT, donc des tests SAT qui sont en gros comment t'appelles ça, des QCM là où tu coches sur tout un tas de matières qui leur donnent ensuite un score et qui permet de déterminer en gros dans quelle fac tu vas aller. Et c'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Et donc toute la critique du film, c'est de dire tu peux pas résumer les gens à juste un score, à un test que tu fais qui est un truc de QCM, et donc les gens sont beaucoup plus que ça. Et déterminer toute ta vie sur le test que tu as passé qui te donne une note, c'est super con comme système. Donc le propos est super intéressant. Enfin, après nous, c'est très éloigné de notre mode de fonctionnement, et il y a tout un tas d'explications techniques sur comment ça marche. Moi j'étais un peu là, boring quoi, pour le coup. Donc le propos est intéressant, mais là maintenant que je vous ai dit ça, vraiment vous n'avez pas besoin de voir le film pour au-delà du fait que je suis convaincue qu'effectivement maintenant qu'on me l'a expliqué, le système c'est nul, mais voilà, vous n'avez pas besoin de voir le film, ça n'apporte rien. Et l'histoire c'est une bande d'étudiants qui échouent, enfin qui sont nuls à ces tests-là pour tout un tas de raisons différentes, soit parce qu'ils sont pas bons en classe, soit parce que il y a une super élève qui est stressée et donc qui se loupe systématiquement en test, des choses comme ça, qui décide d'aller voler les résultats du test avant de le passer pour pouvoir l'avoir et avoir l'avenir devant. Avoir une bonne fac. Bon, mais franchement, c'était pas super intéressant. Ils sont pas excellents ni l'un ni l'autre dedans, parce que donc il y a Chris Evans, c'est le personnage principal qui a l'idée de voler, et elle, c'est la fille du directeur du bâtiment où il y a les résultats du test qui sont entreposés, et donc avec un autre groupe, ils finissent par faire ça, mais ils sont pas super ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'ai pas trouvé que c'était ouf, donc j'en dis pas plus. On en reste là. Le deuxième film qu'ils ont en commun, c'est le fameux journal intime ou pas d'une babysitter. Pas intime du coup. Le Nanny's Diaries. Exactement. Et là pour le coup c'est Scarlett, il est sorti en 2007. C'est ça. Et là pour le coup c'est Scarlett qui a le rôle lead, tout à fait. qui a une comédie avec un tout petit peu de romance, mais vraiment c'est à la marge. C'est très à la marge. Qui est une adaptation d'un bouquin qui était un best-seller. Et ça se sent vachement, je trouve que c'est une adaptation d'un livre. Ah bon? Ah ouais, moi je me suis tout de suite dit, dès les premières minutes, dans la manière de raconter l'histoire, je me suis dit, ça c'est une adaptation d'un livre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Pas du tout. Ah ouais. Enfin, pour ma part, je me le suis pas dit. Moi je me suis vraiment dit que c'était... j'étais convaincue que c'était un film qu'ils avaient fait vraiment au tout début de leur carrière. En fait, 2007, ils avaient quand même tous les deux fait des choses... avant, qui les avait bien révélés, donc c'est genre un vrai choix en fait. Alors c'est pas que le film est nul, mais je pensais vraiment que c'était plus un film de début derrière. Le film est pas terrible. Moi, le film n'est pas mauvais, mais il n'est pas excellent. C'est pas un bon film. Non, c'est sûr que tu peux passer toute une vie sans le voir et ça te on ne le recommande pas quoi. Après c'est l'histoire de... Je suis vraiment tranchée. Moi je le recommande si tu as envie de passer 2 heures pas prise de tête. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oui, enfin, mais bon, oui. C'est pas un mauvais film, il n'a pas de gros défauts. Après, on en a un peu discuté, donc juste rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est prise qui finit la fac, enfin qui a un cours d'études. Elle pourrait arrêter ses études là et être prise dans une grosse entreprise, un cabinet de conseil, parce qu'elle a fait des études en économie, mais elle voudrait poursuivre ses études en anthropologie, qui est un secteur un peu bouché où les gens gagnent pas bien sa vie. Elle a une mère qui la pousse vachement à prendre son rôle de consultante et avoir une vie de cadre dynamique à New York bien payée. Pour bien gagner sa vie et tout ça. Mais elle aimerait faire ça, et donc elle se retrouve l'été à mentir à sa mère et à prendre un boulot de nanny, donc de babysitter. Complètement sur un malentendu. C'est pas elle qui le cherche en fait. Elle finit ça lui tombe dessus. nanny, genre vraiment sur un malentendu, et elle saisit l'opportunité. C'est pas très bien fait d'ailleurs. Ouais, on n'y croit pas du tout. C'est un peu improbable la manière dont on devient nanny, mais bon.
Et donc elle devient nanny d'une famille très riche. Dans une famille très riche qui a un super appartement à New York qui donne sur Central Park avec tous les clichés, mais qui sont sans doute plein de réalités. Je sais pas, je ne connais pas de famille riche. En tout cas, ils sont toujours représentés comme ça, donc avec le père qui est un riche businessman qui s'occupe pas de sa famille. Ouais. La mère qui n'a pas vraiment d'autres centres d'intérêt que de faire des spas et des massages et bitcher et gossiper avec ses enfants, avec ses copines et de ne pas bien s'occuper de son enfant, et donc qui a besoin d'une nanny H24 pour s'en occuper à sa place. Enfin, ils ont besoin parce que le père non plus s'en occupe pas. Et donc, elle se retrouve à faire ça pendant l'été, on la suit dans cet été-là en fait, et du coup, en creux, c'est une grosse critique justement du fonctionnement de ces familles-là, du fonctionnement des pères qui sont des salopards qui se désintéressent de leur famille, des mères qui sont pas mieux. Et de la manière dont... et j'ai trouvé que et là où le film était intéressant, moi j'ai vraiment bien aimé le traitement des autres nannies, puisque bon, elle en fait, c'est quand même une américaine pure souche, même si elle vient plutôt d'une famille, j'allais dire pauvre, mais pas aisée en tout cas. Elle vient pas du même milieu. Mais tu sens, et d'ailleurs elle le dit comme ça, qu'elle est recrutée aussi parce que du moment que la nana, elle pense que peut-être c'est une nanny, le fait de voir une américaine, elle est là, c'est trop génial. Parce qu'en fait, le gros des autres nannies qu'elle rencontre, puisqu'entre nannies, elles passent leur vie ensemble à attendre les enfants à la sortie de l'école, à faire les fêtes, les trucs, les machins. Et après, toutes les autres, c'est beaucoup des Mexicaines ou... oui, en tout cas des étrangères qui sont là avec plus ou moins de papiers et dans des situations plus ou moins précaires et qui se retrouvent à élever les enfants des riches américains. En ayant potentiellement, elles, des enfants dont du coup, elles ne peuvent pas s'occuper parce qu'elles sont en train de s'occuper des enfants des autres. Et donc, et tout ce traitement-là est vachement bien fait, moi j'ai trouvé. C'était intéressant, je m'attendais pas. En fait, moi, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une dimension critique. Un propos social, ouais, exactement, un propos social. Je l'avais vraiment pas vu venir. Je pensais que ça. Enfin, en fait, j'avais pas trop réfléchi, mais je m'étais dit ça va être une comédie, voire une comédie romantique, parce que je m'étais dit il y a Chris Evans dedans. Bon, en fait, effectivement, l'aspect romantique, c'est très très secondaire. C'est vraiment juste une comédie. Mais c'est pas assez drôle pour être vraiment marquant. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je reproche, c'est que c'est pas... Soit il fallait faire un vrai film indépendant, comme ils savent faire les Américains, et vraiment traiter le sujet. Et moi, je trouve que le sujet est pas... Il est abordé, mais pas vraiment traité. Le sujet des nannies étrangères, il est survolé quand même, puisque elle-même, elle n'est pas une nanny étrangère, c'est une Américaine. On les voit un peu à côté, mais c'est vraiment pas le sujet. Ils en profitent pour en parler, ils ignorent pas complètement le fait, mais bon, c'est quand même pas le sujet. C'est pas vraiment si drôle que ça, donc c'est pas vraiment une comédie. Et du coup, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Et ça aurait été bien que ce soit vraiment une comédie avec un fond, un propos, et ça aurait été drôle, et pourquoi pas. Soit aller plus loin sur ce que tu dis, la dénonciation de ça. Mais là, pour moi, ça loupe les deux, et c'est juste un peu entre les deux. Et c'est pour ça que je ne le recommande pas. Je trouve qu'il loupe son propos. Le film. Moi, j'ai trouvé que le propos était pas mal, mais effectivement, je te rejoins sur le côté. Par contre, c'est pas assez drôle ou assez intéressant pour en faire un film vraiment marquant. Après, pour autant, moi, j'ai pas vu le temps passer et j'ai trouvé que... Enfin voilà, j'ai passé un bon moment. Et alors, est-ce qu'on peut juste dire 2 secondes sur Chris Evans, qui a le charisme d'une huître dans le film. Et là, les mecs qui l'ont recruté pour Captain America après l'avoir vu dans ce film, ils ont fait un pari quand même. Non mais c'est vrai. Et en fait, je me dis heureusement qu'il a joué dans À couteau tiré récemment, on va y revenir. Parce que sinon, je me serais vachement dit... de quoi on va parler, Alors oui, et puis surtout, je me serais vachement dit... En fait, c'est un bon Captain America parce que, genre, comme il a une personnalité très proche de Captain America, il arrive vraiment à avoir le charisme de Captain America quand il fait Captain America, et en fait, il sait rien faire d'autre. Mais en fait, on a vu que c'était pas vrai. C'est pas vrai, Mais dans The Perfect Score, le premier, c'est le personnage principal, il a le charisme d'une huître, effectivement. Et là, bon, il a un rôle très secondaire et... des répliques qui sont pas intéressantes. Oui, le rôle est pas bien écrit. Le rôle est pas bien écrit, mais bon, des mecs qui juste font le beau gosse d'à côté et tu te dis, ouais, ok, le beau gosse d'à côté, ça marche, tu vois. Surtout que quand même, Chris Evans, quand tu le vois dans Captain America, t'es là, oui, le beau gosse, je prends quoi. Là, il y a un problème de coupe de cheveux dans le ministériel, c'est là, pourquoi il est coiffé comme ça, le pauvre. Non, mais c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est pas le film du siècle. Donc, je pense qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là.
On va pas trop non plus vous parler des Avengers parce qu'on en parle de long, en large et en travers dans plusieurs épisodes du podcast. Le numéro 6 sur le MCU au global. Ouais, le numéro, je sais pas combien sur WandaVision, où on a refait toute une intro sur le MCU. Donc si ça vous intéresse, allez écouter ces deux-là. En plus, on en a quand même parlé pas mal de Captain America. On attend Black Widow, on la refera quand tu auras le film. Donc on n'en parle pas tant que ça. Donc on a décidé qu'on vous parlait chacune d'un film. Ouais, comme on disait tout à l'heure. Tu veux commencer avec Scarlett? Ouais. Alors moi, je vais tricher, je vais parler de deux films, du coup. On a fait des bonnes résolutions et puis finalement, on va en faire plus. Bon, mais je vais parler rapidement des deux. Le premier dont je voulais parler, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, qui est le film qu'il a révélé. Elle a commencé avant, comme on le disait, dans des petits rôles. Elle a 14 ans, c'est sorti en 98. Et c'est un film tiré d'un roman de Nicholas Evans. Nicholas Evans. Il me semblait bien qu'il me manquait un bout. Il manquait Nicholas. Ça me manque un petit bout peut-être. Je le voyais dans ma tête 2 LS, mais c'est Nicholas Evans, qui était sorti pas longtemps avant. En 95. Voilà. Qui est, que moi j'ai lu quand il est sorti avant le film. Parce que je fais du poney. Et déjà à l'époque, je faisais du poney. Et donc, on me l'avait sans surprise offert à Noël. Et j'adorais lire. Qui est une super histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, l'équitation, c'est un peu un prétexte. Bon, comme tout dans toutes les histoires, en fait, pour parler de rapports humains. Mais du coup, c'est un film qui est hyper émouvant. Il y a vraiment quelque chose, je pense, quand tu montes à cheval, parce que le film et le livre commencent par donc cette gamine qui a 14 ans. Elle a l'âge de Scarlett Johansson. Elle avait l'âge du personnage qu'elle jouait. Qui a un cheval qui part en balade avec une copine et ça commence, elles ont un accident sur la route avec un camion. Sa copine et le cheval de sa copine meurent et par contre elle et son cheval survivent, un peu amochés tous les deux. Elle est amputée d'une jambe et le cheval est pas en mauvaise santé physique mais alors complètement traumatisé, on peut plus rien en faire, plus personne peut l'approcher. Et donc la mère qui est jouée par Scarlett, Kristen Scott Thomas dans le film décide de les amener voir un éleveur de chevaux qui est connu comme à l'oreille des chevaux. Comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. The Horse Whisperer, qui est joué par Robert Redford, qui réalise le film et qui est là pour les aider. Et donc c'est une histoire qui parle vachement quand tu montes à cheval parce que l'accident grave, c'est quand même un peu ce qui nous fait quand même peur à tous. Si vous êtes cavalier, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et genre, tu te retrouves amputé d'une jambe, ce qui est en plus... Parce que je pense que ce qui nous fait peur à tous, c'est l'accident grave et de plus pouvoir monter à cheval. Parce que, bon, en général, t'as plus peur de pas pouvoir remonter que vraiment qu'il t'arrive un truc. Et l'amputation, c'est pas évident que tu vas pouvoir remonter à cheval quand même. Et donc c'est hyper, je pense quand tu montes à cheval, c'est peut-être plus encore, ça parle quand même encore plus. Mais c'est un super film, globalement hyper beau, puisque ça se passe dans, alors je sais pas quel état américain, l'Iowa ou le Montana ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Ce genre d'état où il y a encore des cow-boys, voilà, et où ils font encore la transhumance des bêtes à cheval. Donc c'est hyper beau, il y a des super beaux paysages. Robert Redford est génial, Kristen Scott Thomas joue super bien, Scarlett Johansson joue super bien aussi. Pour une jeune. Il y a Sam Neill qui joue le père du coup de... C'est monsieur Jurassic Park, on l'aime. Ouais. On n'aime pas Jurassic Park. Si, on aime Jurassic Park. Non. qui joue le père donc, de Scarlett Johansson. Et donc c'est un super film, c'est un vieux film, il y a quand même des grandes chances pour que vous l'ayez déjà vu. Oui, c'est quand même des gens de notre génération, mais comme on sait qu'on est suivi par plein de petits choupis tout petits, tout jeunes, qui étaient genre pas du tout nés en 98. Si vous l'avez jamais vu, c'est vrai que moi c'est un film qui m'a clairement moins parlé parce que comme je fais pas d'équitation, je l'ai trouvé sympa, mais ça fait pas du tout partie des films marquants de ma vie. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais je comprends tout à fait le côté quand tu fais de l'équitation, enfin du cheval, que ça te parle beaucoup. Et même sans en faire, ça reste un bon film. Effectivement, l'histoire est chouette et le bouquin est très sympa aussi. Si vous aimez lire, je vous le conseille. Moi, j'avais beaucoup aimé le livre aussi. Le livre est peut-être même... En tout cas, l'histoire est mieux dans le livre que dans le film. Ils ont adapté certaines choses, donc forcément, ils sont obligés. Et je trouve que, bon, après, c'est une très bonne adaptation, mais globalement, l'histoire est pas mal. Et on en avait parlé dans notre calendrier de l'aventure qu'on a fait en décembre. Donc, il y a un post sur le compte qui date de décembre 2020, si vous voulez aller jeter un œil. Sur le compte Instagram, pardon.
Et donc voilà, ça c'est. Du coup, t'as vu, j'ai fait rapide quand même. C'est vrai, je suis impressionnée. T'as vu? Pas mal. Et le deuxième film dont je voulais parler, alors elle a un rôle secondaire dedans, mais en fait c'est un film choral, donc ils ont tous des rôles secondaires dedans. C'est Ave César. Ah oui, non, d'accord. Pas changé d'avis. Si, pardon, j'ai cru que tu allais parler de The Island, et alors du coup j'étais là, mais elle a pas un rôle secondaire dans The Island. Et ensuite c'est un film choral, j'étais là, non, du coup ça doit être ça. Pas The Island. Ou alors vraiment, je ne me rappelle pas de The Island, mais oui, tu avais dit que tu parlais de Ave César. Bon, d'ailleurs, juste une parenthèse, The Island, elle est dedans avec Edward Norton. Non, c'est qui Ewan McGregor. Qui est un chouette film. Ouais, qui est un super film. Donc, c'est un film de science-fiction qui est hyper intelligent, hyper beau de mémoire. Il y a des jolies scènes. Il y a Jude Law aussi qui joue dedans. Oui, c'est vrai. Je ne saurais pas en parler beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment un chouette film de science-fiction et je vous le recommande. Je me rappelle bien quand même. Si je me rappelle bien quand même. Et elle était chouette dedans. Mais en fait, je trouve qu'elle est pas mal dans ce registre un peu dramatique qu'on retrouve dans The Island, qu'on retrouve dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est pas un film drôle, c'est un film un peu science-fiction. Il y a quand même du rythme, il y a du suspense, il est vraiment chouette. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. C'est vrai qu'en plus, visuellement, il est très beau. C'est vrai, hein. Ouais. Et ça date de 2005. Mais donc c'était pas lui dont tu voulais parler. Non, je voulais parler de Ave César, qui est un film des frères Cohen. Moi j'aime beaucoup le cinéma des frères Cohen, notamment quand ils font des films drôles. Et Ave César, il est tout à fait dans cette lignée-là. Enfin, je dis oui, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que tu m'en parles. Oui, je pense que vraiment, il est vraiment bien. Je pense que je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, mais peut-être parce que tu l'as vu au ciné sans moi. Et probablement. Donc, je l'ai vu je avec me Manon, suis sans acolyte de cinéma, et donc je l'ai jamais vu. Parce que je ne l'ai pas rattrapé, mais il me tente bien. Il faut vraiment le voir. Alors, c'est un film qui se passe à l'âge d'or de Hollywood. Et donc, c'est un film choral un peu absurde, comme ils ont tendance à faire les frères Cohen. Donc, l'histoire, c'est que, je vous le fais rapidement, on a George Clooney, qui est un acteur phare d'un des studios, qui est en train de jouer dans un péplum. Sur la vie du Christ, il joue un général romain qui se fait kidnapper. Alors je vous en dis pas plus parce que je sais pas dans quelle mesure c'est un spoil. En tout cas, qui disparaît, il se fait kidnapper. Et je pense que je vous dis pas par qui, mais on sait assez vite qu'il se fait kidnapper. Je vous dis pas par qui par contre. Et le studio a un homme un peu à tout faire qui est un peu celui qui, quand il faut acheter un politicien, amène la mallette de billets, tu vois. Le mec qui fait des trucs louches. Un peu, le mi-garde du corps, je m'occupe de tous les trucs louches. Il va chercher les actrices. S'il y a une actrice qui est emmerdée par un fan, il va aller expliquer aux fans qu'il faut lui foutre la paix. Tu vois, c'est un peu le gros dur du studio dont il se sert pour se faire tous ces trucs-là. Et donc, c'est lui qui est chargé de retrouver le personnage de George Clooney, savoir ce qui s'est passé. Et tout autour de ça, tu vois un peu tout ce qui se passe dans le studio, avec les différents films. Donc, tu as le film de cow-boy avec la star du film de cow-boy. Tu as les films comédie musicale, comme ils disaient à la grande époque, les chantons sous la pluie et compagnie. Et Scarlett Johansson, c'est l'actrice phare du studio. Sur la partie comédie musicale, justement. Donc, elle joue dans tout un tas de comédies musicales où ils font des claquettes, comme à l'époque. Et elle a toute une histoire aussi personnelle qu'il faut régler. Donc, je vous en dis pas plus non plus. Et donc, voilà, il y a tout un tas de personnages hauts en couleur. C'est drôle. C'est un super hommage au cinéma d'Hollywood à l'époque des studios, là, des années 30-40. C'est hyper coloré, hyper joyeux, super drôle, c'est de l'humour absurde. Il y a Channing Tatum qui joue dedans. J'aime bien cet acteur, moi je trouve qu'il est sous-côté, mais il est génial. Il est vraiment cool. Et là, il joue aussi dans un autre film de comédie musicale où il joue, il y a toute une scène, et du coup ça chante et ça danse dans le film, puisque tu vois des scènes qui sont en train de tourner de comédie musicale, et là il joue dans un espèce de film où il joue un marin et donc il est habillé en espèce de matelot, tu sais, avec le petit pompon, il a toute une équipe de marins et ils sont dans un bar et ils font toute une chanson où ils dansent sur les tables et sur les bars. J'ai envie de le voir là. C'est génial. Il a un casting de ouf en plus. Il a un casting de ouf. Il y a Josh Brolin, il y a George Clooney comme tu as dit, il y a Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton. Il y a, en plus de Channing Tatum, il y a aussi Frances McDormand. Il y a Jonah Hill. Il y a vraiment du monde. Le film est vraiment cool. Jonah Hill, justement, il est dans la partie de l'histoire qui concerne Scarlett Johansson.
Donc non, le film est génial, la fin est top. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram avec certains de nos poppies. Et ça va? Coucou petit choupi, petite interruption pour faire des petits câlins à mon chien qui vient nous voir. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur la vidéo. Sur la vidéo, on voit les yeux et les oreilles. Ouais, on est à peu près à 1 heure si vous voulez voir. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, la fin. Alors, j'en parlais avec un de nos poppies sur Instagram. La fin est assez ouverte. Ce qui fait qu'a priori, il y a des fans qui militent pour avoir une suite, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, assez ouverte. Il y a plein de questions qui restent un peu sans réponse. Ah oui, donc ce qui pourrait être exploré dans un deuxième... fin, ouais. Okay. La fin est géniale. Mais vraiment, c'est à mourir. Après, moi, c'est typiquement le genre d'humour qui me fait rire. Donc, si vous aimez Burn After Reading, si vous aimez Les Chefs du Pentagone, il faut voir Ave César. C'est génial. Et j'ai vu, je sais pas si tu l'as vu tourner sur Instagram, ce post, c'est un post qui explique comment, parce qu'apparemment dans Ave César, il y a une scène, donc je pense que... Oui, je vois de quoi tu vas parler, avec Scarlett Johansson qui est habillée, alors pas en sirène, ou en chef sirène, là, avec son petit trident, et qui sort de l'eau, mais toute sèche, toute bien coiffée. Et en fait, donc dans ce post, ils expliquent comment ils ont tourné cette scène. Et en fait, c'est juste un truc de le filmer et ensuite le monter à l'envers, puisque dans le film, tu la vois sortir de l'eau. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils la filment dans l'eau. Ouais, voilà, ils la filment d'abord, genre toute bien habillée, et ensuite ils la rentrent dans l'eau. Et si tu montres ça à l'envers, et tu la vois sortir de l'eau toute sèche. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a un côté, c'est vraiment un petit twist, genre super simple. Que tu te dis pas du tout ça suffit, quand tu connais pas. Voilà, quand t'as pas besoin d'effets spéciaux. Exactement. Alors que ça fait vraiment. Et le film est un super hommage. Typiquement, on parlait de. Ça me fait penser en comparaison, même si c'est incomparable, à Once Upon a Time in Hollywood que nous on n'a pas aimé. Comment il s'appelle, Quentin Tarantino. Qui est censé être un hommage au cinéma. Et alors, moi, que je trouve complètement raté parce qu'en fait, c'est juste un exercice de style où il s'amuse, on dirait un étudiant en cinéma qui doit reproduire des films, mais il n'y a pas d'histoire derrière, et du coup c'est complètement raté. Là où les frères Cohen, ils ont fait exactement la même chose. Il y a plein de scènes où c'est un exercice de style, où ils reproduisent une scène de comédie musicale, une scène de western, une scène de... tu sais, ces films comme ils disaient dans les années 30, où il y avait des espèces de réceptions avec des gens super bien habillés, et les nanas qui ont des robes en plumes avec des trucs en fourrure, donc tu as des scènes comme ça. Donc qui est aussi un super hommage au cinéma, mais derrière il y a une histoire, ils reproduisent des scènes de péplum, et donc en fait tu peux faire un hommage au cinéma et avoir un scénario. Mais ça me rassure que Coucou Quentin. Ça me rassure que tu disais, parce qu'effectivement moi je pense que j'avais encore moins aimé Once Upon a Time in Hollywood que toi. Moi j'ai quand même pas aimé. Mais t'avais pas aimé, mais moi je me rappelle qu'à la sortie on avait eu un débrief, on s'était dit mais moi, je pense, rarement autant ennuyée au cinéma que devant. Peut-être qu'on avait vu le même. Et j'avais trouvé ça lent. Et le dernier quart d'heure était sympa, mais à un moment, quand tu t'es ennuyée pendant 2h30, le dernier quart d'heure, ça sauve pas le truc. Ça suffit pas, Après, peut-être que moi, comme je suis plus sensible à l'esthétique, j'avais peut-être plus dit, ok, il est joli. Que toi. Alors que moi, j'avais trouvé. Je pense que j'aurais été toute seule, je serais partie au bout d'un quart d'heure, tu vois. Ce qui m'arrive, genre jamais. Je serais tombée dessus à la télé, mais jamais je l'aurais regardé. Regardé genre une demi-heure maxi, parce que je me serais peut-être dit un quart d'heure. Faut lui laisser sa chance de démarrer. Mais je pense que j'aurais commencé à me dire super tôt, non, en fait, ça va pas le faire. Ouais, c'est clair. Après, il était très beau, effectivement, le film, mais il faut un scénario, les gars. Oui, c'est ça. Surtout sur un film aussi long. À la limite, un film de 1h30 sans scénario. Ok. Moi, mais c'est vrai que pour moi, le scénario, c'est important, et je pense que je me satisferai jamais d'un film qui est beau. Par contre, qu'il soit beau, ça rajoute vraiment un film. Ça rajoute vraiment quelque chose. Qui a un bon scénario, mais genre juste le film beau, moi, c'est pas bien. Et là, alors du coup, avec César, il y a un scénario, c'est beau, c'est drôle, mais c'est à mourir de rire. Enfin, moi, tu sais, cette espèce d'humour absurde, de situation où t'es là, une situation what the fuck au départ, qui dégénère complètement, et où les personnages sont un peu là, genre, mais quoi mais je ne comprends pas ce qui se passe. En train de partir en vrille. Et les gens sont un peu là, genre, et du coup, alors, notamment cet homme de main, là, un peu le mec baraque, qui est un peu là, genre, alors, donc j'ai découvert tel truc, et il est un peu là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est complètement délirant. Et ils font beaucoup ça, les frères Cohen, et vraiment super film. Voilà. Cool. Du coup, on a fait Scarlett. Oui. Yay. Et on fait Chris maintenant. Mais oui. Donc moi j'avais un film dont je voulais parler. Toi tu voulais pas parler de film avec Scarlett? Si.
mais j'ai pas... Qu'est-ce que je voulais parler d'un truc avec ça? Oui. Un film où elle est pas, mais où on l'entend. Et qu'elle est super. Ah, c'est vrai, putain, j'avais oublié, pardon. Oh là, j'ai bien vraiment en plus. Oui, j'étais là, on a parlé de... Mais c'est parce que tu vois, je me suis dit, mais c'est bon, on a parlé de 2 films avec Scarlett. C'est à cause de moi. Mais en fait, c'est parce que comme tu triches. Mais tout à fait, en fait, c'est vrai, moi je voulais parler de Her avec Scarlett. Qui est un film de Spike Jonze. J'étais là, pourquoi j'ai commencé, tu vois, à dire ce nom de réalisateur que je ne sais pas prononcer, mais du coup je vais... en français, Spike Jonze. Spike Jonze, donc à mon avis ça ne se dit pas comme ça. Non, probablement pas. Qui est un film avec Joaquin Phoenix, qui a le rôle principal, et c'est un film un poil futuriste, mais qui a quand même un côté très réaliste, où en fait, dans un futur proche, ils ont développé des intelligences artificielles qui, encore plus qu'aujourd'hui, qui sont dans tout leur quotidien et qui leur parlent. Et il y a des gens qui passent leur journée en fait à parler à ces intelligences artificielles. Avec ça, bien développé. En fait, c'est ça, c'est genre le next step où presque ça peut devenir ton meilleur ami, ton compagnon de vie et tout ça. Et donc on suit le personnage de Joaquin Phoenix qui est divorcé. Il était marié avec, je pense que c'est avec Rooney Mara qu'il est marié. Je vois qu'il y a Amy Adams dedans, mais je suis incapable de... Ils sont ensemble, Rooney Mara ils sont et divorcés. Joaquin Phoenix. Je pense qu'ils sont divorcés. Ah, ils sont plus ensemble. Et en fait, Amy Adams, ça doit être récent du coup. Ah, mais dans le film, dans la vraie vie, ils sont ensemble. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas. Si, mais si, oui, je savais. Oui, tout à fait. Il y a cette photo où il mange un burger végétarien, puisqu'il est vegan, lui. Oui. Après son Oscar de Joker. Oui, tout à fait. Joker. Ouais, ils sont là tous les deux dans leur costume et dans leur belle robe en train de manger leur burger. Ouais, je pense qu'ils sont encore ensemble. Pardon, je pensais que tu parlais du film, mais j'étais là. Non, je pense que dans le film, ils sont divorcés. J'ai pas vu Heure, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ah, mais il est vachement bien. Il paraît, ouais. Et donc lui, c'est... il a déjà eu donc son divorce, qu'il a quand même, tu sens qu'il est ébranlé, et il finit par s'acheter ce truc, cette intelligence artificielle, et donc c'est Scarlett Johansson qui fait la voix, et il lie d'abord une amitié, et puis de plus en plus presque une relation amoureuse avec elle, parce qu'en fait il passe tout son temps avec, il met les oreillettes, et ils ont tout un tas de conversations, parce que c'est vraiment des intelligences artificielles très très développé, et donc il finit par faire tout avec, tu vois, il va au resto, il discute avec elle comme si elle était là, il fait des expos, enfin je me rappelle plus exactement ce qu'il fait parce que ça fait un temps que je l'ai vu. Et moi il m'avait vachement marqué ce film parce que notamment elle, bon lui il est très bien, mais Joaquin Phoenix il est quand même bien, très bien tout ce qu'il fait, il le fait bien. Moi j'aime aussi beaucoup Rooney Mara qui comme actrice, je la trouve vraiment chouette, alors là elle a vraiment un rôle secondaire. Il y a Amy Adams qui fait, je pense, plus ou moins la meilleure amie ou la voisine, mais ils sont potes de Joaquin Phoenix, qui est aussi très bien. Mais Scarlett Johansson, elle est... du coup, on ne fait que l'entendre, puisqu'elle fait la voix de l'intelligence artificielle et on la voit jamais. Et donc, c'est vraiment juste la voix. Et moi, ça m'avait vachement marqué parce que j'avais trouvé qu'elle était vraiment géniale. Parce que c'est super expressif. Et même le postulat du film, tu te dis voir pendant 2 heures un mec qui parle comme s'il parlait au téléphone avec quelqu'un, en fait, parce que c'est un peu ça, c'est vraiment une intelligence artificielle qui est au niveau d'évolution d'une personne, voire même plus. Tu pourrais te dire film super boring où tu vas t'ennuyer parce que aucun intérêt. Et en fait, il y a vraiment un vrai intérêt et c'est super, c'est plein d'émotions, c'est très... Moi, c'est exactement pour ça que je l'ai jamais vu. Moi, quand j'ai vu le pitch, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que ça va être long et ennuyeux. Non, mais pas du tout, mais vraiment... Du coup, j'ai jamais passé le cap. Ah ouais, moi j'avais vraiment... Et on l'a vu tous les deux avec Fabien. Et Fabien, c'est pas du tout ennuyé non plus, ce qui est quand même ça, vraiment un critère, parce que Fabien s'ennuie genre très 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 vite, normalement, quand on voit les films. Alors, ça dépend quoi. Mais il n'a pas du tout un seuil de tolérance comme moi. Et on l'avait vu tous les deux et ça lui avait plu. Et il l'a regardé jusqu'au bout sans s'ennuyer. Et c'est vraiment, effectivement, je comprends la réticence parce que tu peux vachement te dire, non mais voir le mec parler à l'oreillette pendant 2 heures, il se passe rien. Et alors, toutes les images que j'en ai vues, parce que on voit, c'est un film qui a beaucoup marqué, je pense, et on voit beaucoup d'images du film sur Instagram. Enfin, nous, on suit beaucoup de comptes ciné et c'est un film qui est souvent cité. Et toutes les images que j'en ai vues donnent vachement cette impression de lenteur qui me faisait un peu peur du coup. Ouais, mais en fait, alors c'est vrai que c'est pas un gros film d'action, je suis pas en train de vous vendre en mode il y a pas de cascade, Joaquin Phoenix, c'est pas des courses-poursuites en voiture, c'est pas un Marvel, tu vois.
Mais par contre, c'est pas non plus un huis clos où il serait genre non-stop chez lui. Et encore, je me dis peut-être que ça aurait marché aussi. Mais bon, là, il se passe quand même des choses. Et il y a d'autres personnages aussi qui font quand même un peu... qui amènent de l'épaisseur. Oui, ils sont pas que eux deux. Sont pas que eux deux. C'est pas un huis clos entre lui et son intelligence artificielle. Et il y a vraiment... non, franchement, moi, je le recommande vraiment. Il est super beau. Il ramène... Enfin, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est pas spécialement nouveau comme sujet en science-fiction. C'est clair. C'est traité depuis quand même longtemps. Et là, par contre, c'est traité de manière... Surtout qu'il est sorti en 2013. Donc c'est ça. Donc ça a quand même quasiment... j'allais dire ça a quasiment 10 ans. Ça a 8 ans. Presque 10 ans, moi, je l'ai vu quand il est sorti, donc je m'en rappelle pas très bien, mais je m'en rappelle vraiment de l'ambiance générale et de ce que j'avais ressenti en voyant. Et vraiment, j'avais trouvé que c'était un super beau film sur... les émotions, et ça rajoute une petite brique à la réflexion autour de ce que sont les intelligences artificielles et de ce que ça peut apporter dans une vie en fait. Moi je trouve ça cool sur le principe, par contre sans l'avoir vu, d'avoir un film où l'intelligence artificielle finit pas par être une horrible méchante intelligence artificielle qui veut tuer tout le monde. Parce qu'on sait pas pourquoi, la technologie c'est toujours mal en science-fiction alors que c'est un outil. Alors, j'avais lu un article de journal il y a longtemps, enfin un article de journal genre sur internet, pas un journal papier, parce que c'est pas le genre d'article que les journaux en papier sortiraient, qui était une analyse de, en fait, la plupart des œuvres de science-fiction, elles sont écrites par des hommes blancs. Et la peur de l'intelligence artificielle, en fait, c'était mis en parallèle avec la peur des minorités qui se réveillent et qui nous demandent notamment la revendication de leurs droits. Et à être traitées comme des personnes avec des droits, et qu'en fait, du coup, le côté l'intelligence artificielle qui se révèle être... en fait, quand tu lui donnes une existence, elle finit par être méchante et te détruire. C'est super intéressant. En fait, c'est une peur de si j'arrête moi d'être le chef, le plus puissant, en fait, les trucs, ça me fait peur, et forcément, tout de suite, je me dis que ça va dégénérer, qu'on va vouloir s'attaquer à moi, et donc en fait, il y avait vraiment un parallèle. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Surtout en fait, il y a aussi, c'est que le parallèle il était aussi tiré parce que c'était souvent. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent les intelligences artificielles, elles sont féminines dans les œuvres parallèles avec et donc en tout cas voilà, c'était super intéressant de se dire bah oui, effectivement, en fait c'est la peur de si je donne des droits, les mêmes droits à quelqu'un d'autre d'autre entité, en fait je vais me faire détruire parce que il faut que je sois le plus fort ou rien quoi. Exactement. Et que c'était vraiment allié à la peur de la revendication des droits par les minorités en fait. Ou les femmes. Bah oui, quand je dis oui. Alors nous on n'est pas du tout une minorité, en vrai on est même une majorité puisqu'on est 50% de la population mondiale, mais quand je dis minorité, effectivement c'était, là dans le papier ça disait vraiment, c'était les femmes, mais aussi toutes les personnes de couleur, éventuellement même les personnes d'orientation sexuelle, enfin en gros toute personne qui n'est pas un homme blanc hétéro, qui sont quand même la plupart des contributeurs de la science-fiction dans la masse quoi. Ouais, je trouve que c'est intéressant aussi. Tu es contente d'avoir eu cette conversation tout à fait. Et du coup, Spike Jonze, c'est un homme blanc puisque je vois que le scénario est de lui aussi. Eh bien, écoute, oui, ça a l'air. Et bah, bien joué, Spike. Ouais, bien Spike. Bien joué, pardon, Spike, qui est effectivement américain. J'aime bien sa tête. Il a l'air sympa. Il a l'air, oui, effectivement, il a l'air sympa, c'est vrai. Si vous allez voir sur sa fiche Wikipédia, il y a une petite photo où il tient un petit panneau de genre, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. On dirait une photo de mec en prison. Oui, sauf que ça parle de... Mais bon, effectivement, je ne sais pas. C'est pas ça. En tout cas... Et il a fait quoi d'autre? Il a fait Dans la peau de John Malkovich, que j'ai jamais vu. Voilà. Qui avait l'air affreux, moi du coup je l'ai Non, jamais vu. Non, c'est pas affreux. C'est pas affreux, c'est improbable. Oui, mais c'était dans ce sens-là que je disais genre affreux, improbable, mais dans le sens que t'as pas envie de voir. Parce qu'improbable, on aime bien. Non, c'était pas affreux. C'était improbable, on aime bien. Ok, improbable, on aime bien. Et alors j'en ai un souvenir très vague parce que je l'ai vu. Là il est sorti en 99 dans la peau de John Malkovich. Ouais, et moi je l'ai vu, alors je l'ai pas vu en 99 parce que j'étais vraiment trop jeune. Je l'ai vu, je pense que j'avais 19 ou 20 ans. Donc je l'ai vu quelques années après, pas très longtemps après. Et alors j'en ai un souvenir très... je m'en rappelle pas bien. Il faudrait que je le revoie parce qu'à l'époque j'avais pas vu grand chose et donc je m'étais dit mais c'est le truc est un ovni.
Et c'était complètement inclassable. Mais à l'époque, c'était vraiment un ovni. Je sais pas si maintenant, effectivement, et peut-être qu'en revoyant avec maintenant, 20 ans de film, est-ce que c'est toujours un ovni ou pas? D'ailleurs, si vous l'avez vu récemment, est-ce que vous nous direz si vous trouvez que c'est un ovni? Mais je vais le revoir, je pense. Ça me donne vachement envie de le revoir. Et par contre, j'avais bien aimé. Alors, c'était pas spécialement drôle, je pense, mais ça t'avait plu en tout cas. Ouais, je pense que c'était pas. Mais en fait, c'est difficile de juger un truc que t'as vu il y a si longtemps. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais. En tout cas, Spike Jonze, il a pas fait tant de trucs que ça, parce qu'il a fait ça donc dans la peau de John Malkovich en 99, un truc qui s'appelle Adaptation qui est sorti en 2003. Il a fait Max et les Maxi Monstres en 2009. On lisait le livre. Ah, c'est vrai. J'adorais le livre, Max et les Maxi Monstres. Et après, il a fait Her en 2013, et depuis, il n'a pas fait de nouveaux films. Après, il a fait. En fait, à la base, c'est un réalisateur de clips. Il a essentiellement fait des clips. C'est vrai que c'est pas un musicien plutôt? Et c'est un musicien, je pense. Aussi. Bah, c'est pas un réalisateur de clips, tu penses? Mais est-ce que c'est pas les clips de ses chansons? C'est ça que je veux dire. Ah non, parce que je pense que quand ils les mettent en clip comme ça, c'est quand ils les ont réalisés. D'accord. Je pense. Ça marche. Ceci dit, ça n'empêche pas que effectivement, il a l'air d'être. Il a été marié avec Sofia Coppola. On vous fait toute la découverte de Spike Jonze en direct, mais du coup, le film Lost in Translation, dans lequel il y a Scarlett Johansson, donc fait le lien, fait écho à leur relation a priori. Moi, j'avais trouvé ça super boring comme. Ah, t'avais pas une anecdote? J'ai une anecdote, c'est ce que j'allais dire. Mais enfin, fait écho à leur relation, sauf qu'ils ont l'air d'avoir le même âge, Spike et Sofia, alors que. Elle est pas plus jeune que lui, quand même. Ah, mais c'est peut-être pas. Oui, non, mais c'est pas la relation Bill Murray-Scarlett, ça doit être la relation de Scarlett et son mec. Il avait peut-être. Je sais pas, je me rappelle pas. Alors en fait, juste rapidement, du coup, je vais pas en dire beaucoup plus, mais Lost in Translation, c'est Scarlett qui suit son mec au Japon parce que lui, il a une opportunité de boulot, ce qui fait qu'ils ont une chambre d'hôtel, ils sont à l'hôtel, lui, il bosse toute la journée, elle est toute seule, elle a rien à faire. Et dans l'hôtel, il y a Bill Murray, qui est un acteur. Connu qui est au Japon parce qu'il joue dans une pub là-bas, un truc comme ça, un truc du genre. Et ils s'ennuient beaucoup aussi, et donc comme ils s'ennuient tous les deux, ils se retrouvent à passer beaucoup de temps ensemble en gros. Et alors j'avais une anecdote sur le film qui du coup n'a aucun rapport avec Scarlett Johansson, c'est pour ça que j'ai pas pensé à en parler. Mais bon, puisqu'on en parle. Mais puisqu'on en parle, voilà. C'est plus une anecdote sur Bill Murray qui apparemment est quand même quelqu'un, il est devenu culte, c'est pas pour rien, il est très très particulier. Il paraît. Et du coup, en fait, il a tu peux le joindre à un numéro de téléphone, mais il décroche pas. Donc en fait, si tu veux rentrer en contact avec lui, et donc surtout quand Sofia Coppola a préparé le film Lost in Translation, elle voulait vraiment que ce soit lui qui joue le rôle. Elle a casté personne d'autre. D'accord. Et ils ont tourné au Japon. Et donc, elle avait essayé de se renseigner dans son entourage, comment je peux faire pour contacter Bill Murray, il n'a pas vraiment d'agent. Et en fait, on lui a dit, bah voilà, tiens, ça c'est le numéro de téléphone, t'appelles, tu laisses un message, et il répondra peut-être ou il répondra probablement pas, et s'il est intéressé, il reviendra vers toi, quoi. Et il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière que ça, et c'est comme ça que tu contactes. Donc tu as intérêt à sacrément soigner ton message que tu laisses sur le répondeur pour donner envie à Bill Murray de te rappeler. Alors je te raconte de tête, il faudrait. Mais c'était vraiment de ce genre-là. Donc elle a essayé de le contacter comme on lui avait, par la procédure qu'on lui avait donnée, et elle n'a pas vraiment eu de retour clair sur si oui ou non il allait faire le film. Et elle s'est dit non mais c'est pas grave, moi c'est lui ou personne. Et donc ils sont partis au Japon avec toute l'équipe du film. En partant du principe en sachant pas s'il allait venir ou pas, quoi. D'accord. Et parce qu'il l'avait jamais vraiment confirmé, quoi. Et donc ils sont arrivés tous là-bas, et le premier jour du tournage il s'est pointé, et Sofia Coppola était genre méga soulagée, mais jusqu'à ce qu'elle le voit arriver le premier jour du tournage, elle savait pas s'il allait faire le film ou pas. Je la connaissais pas cette anecdote, c'est ouf. C'est un truc de ouf. C'est clair. Il faut avoir la foi quand même. Oui, parce que là, il y a un peu un côté, s'il n'était pas venu, tu fais comment? Alors, elle avait peut-être un plan B quand même. Peut-être que non, elle n'avait pas de plan B. Après, elle a un plan B, genre elle a de l'argent, quoi. Oui. Quand t'as vraiment du fric, tu peux te permettre de perdre des jours et à te dire, tant pis, je vais caster quelqu'un en urgence si vraiment il vient pas, ou de tout annuler. Et puis j'imagine qu'elle avait surtout probablement la société de production derrière qui lui avait donné le go, tu vois. Qui lui avait dit, écoute, on le tente. Si ça marche, ce serait un super film. Si ça marche pas, on aura perdu un peu d'argent en pré-prod. C'est pas très grave, tu vois. Mais histoire complètement dingue. Moi, quand je l'avais entendu cette histoire, je disais, mais c'est clair. C'est ouf, quoi. Et ben, il est très très particulier, ce Bill Murray.
C'est sûr. Tu comprends pourquoi on le voit pas plus souvent dans les films récents? Genre, c'est quand même compliqué. Le mec jamais te répond, c'est là, peut-être il vient pas. C'est ça, puis tout le monde, et pas Sofia Coppola, qui arrive à dire à sa maison de production, bah ouais. Écoute, je suis pas sûre d'avoir l'acteur, mais on va quand même faire un film avec lui, quoi. On pense, tu vois. Ouais. On verra bien. Ouais. Bref. Eh ben, est-ce qu'on a fini sur la filmo de qu'est-ce que tu regardes avec... Translation en québécois, ça s'appelle traduction infidèle. Ah oui. Mais d'ailleurs, c'est une traduction infidèle, Mais oui, parce que Lost in Translation, c'est pas du tout une traduction fidèle de... Enfin, traduction infidèle n'est pas du tout une traduction fidèle de Lost in Translation. Je suis quand même déçue, alors que les Québécois, normalement, ils font de la traduction littérale. C'est vrai que... Mais c'est drôle, du coup. C'est vrai que c'est super drôle. Est-ce que c'est pas une petite blague de genre... Une blague de Québécois. C'est une blague de Québécois, c'est clair. On les aime, nos cousins québécois. On enchaîne avec un film de Chris Evans? Oui. Alors moi j'ai choisi, je commence parce qu'on les fait par ordre, bien sûr. Okay, non mais c'est toi qui présente Chris Evans, donc c'est toi qui commence avec les films. Tout à fait. Je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais en fait j'avais envie de parler d'un autre film qui je pense c'est un film intéressant de sa filmo, à part son rôle de Captain America, j'avais envie de parler de Sunshine, qui est un film de Danny Boyle. Et qui est le premier succès critique de la carrière de Chris Evans, je sais pas comment il s'appelle, de la personne dont nous sommes en train de parler. De sa carrière. Et pour préparer l'épisode, je vais citer ma source parce que j'ai regardé une vidéo, donc la rétrospective sur Sunshine qui est dispo sur la chaîne YouTube de Guillaume Cassard, qui est vraiment une vidéo super intéressante sur le film. Alors moi j'ai pris que quelques infos, mais la vidéo fait... 20 minutes et elle reparle vraiment du film et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'en fait comme j'avais envie de parler de lui mais comme je l'ai quand même pas vu depuis des années c'était compliqué d'en parler et j'avais que des impressions globales et en fait tout ce qu'il en dit m'a vraiment parlé par rapport aux images que j'en avais parce que tu te rappelles je me rappelais beaucoup de l'ambiance et là il a confirmé vachement de choses. Donc Sunshine c'est l'histoire, donc c'est un film de science-fiction, c'est dans un futur, je sais pas s'il est proche ou pas, bon, enfin non, plutôt pas proche, dans un futur quoi. J'étais là, bah oui, mais une fois que tu as commencé dans un futur, le soleil est en train de mourir. Et donc il fait froid sur Terre et bientôt ce sera plus vivable. Bon, ce qui n'est pas vrai scientifiquement. C'est pas comme ça que le soleil va mourir. Mais bon, là dans le film, c'est ça sera même peut-être l'inverse, non? C'est plutôt l'inverse. Normalement, le soleil va plus ou moins exploser et on sera mort bien avant qu'il ait explosé de chaud. Mais bon, là en l'occurrence, ils ont fait l'inverse. Donc le film a vraiment ce côté, c'est très ancré dans la science, mais en même temps, c'est pas très. Ils disent n'importe quoi. Mais par contre, il a un côté. Après, on ne sait pas, peut-être que c'est nos scientifiques qui disent n'importe quoi. Voilà, et peut-être que Danny Boyle avait raison. Donc, le soleil est en train de mourir, et donc il monte une expédition d'astronautes pour envoyer une charge nucléaire super importante dans le soleil pour le faire repartir. En gros, on reboote le soleil. Et ça, c'est la mission Icarus 2. Et en fait, une dizaine d'années avant, ils ont déjà essayé de le faire avec Icarus 1. Et Icarus 1 a genre disparu de la circulation. Ils ne savent pas ce qui lui arrive. On n'en a plus jamais entendu parler. Échec, et donc ils ont monté. Et ça, c'est vraiment la mission de la dernière chance. Parce que pour faire cette bombe, ils ont utilisé tous les matériaux dispo sur Terre. Et il n'y aura jamais de quoi refaire la même bombe. Donc soit ça marche et tout le monde est sauvé, soit ça marche pas et c'est terminé. Fini l'humanité. Voilà, bon ça c'est le postulat. Alors j'étais persuadée que j'avais jamais entendu parler de ce film, mais le speech que tu en fais, ça se dit un speech? Un pitch? Le pitch, oui. Je fais un speech, le speech sur le pitch. Oui, parce que dans ma tête en plus c'était un speech avec un i et pas un speech avec deux e. Ah oui, mais un speech avec un i, c'est un pitch. Donc c'est pitch le mot que je cherchais, qui a bien un i lui pour le coup. Le pitch que tu en fais me parle vachement, alors que je t'ai persuadée d'avoir jamais entendu parler de ce film. Ben après, donc il est sorti en 2007. Non, alors c'est ce que j'allais dire. Ça fait, tu me fais une excellente transition. Merci pour cette question pertinente. Ça n'était pas préparé. C'était pas préparé. Normalement, tu me poses des questions auxquelles je n'ai pas de réponse et je suis là, genre merci de me mettre. Il faut un début à tout. Mais là, en l'occurrence, c'est un film qui a vraiment tous les codes classiques du film de science-fiction dans l'espace. Donc t'as le vaisseau spatial, mais non, j'allais pas dire ça. L'équipage, tu sais, de toutes les nationalités, avec une mission. Il se passe un truc qui fait que leur mission est déroutée vers un autre objectif, et de là, ça part en vrille. Donc ça, c'est assez classique dans la manière de faire le film de science-fiction de la mission spatiale. Par contre, ce qui est assez inédit, et je vois pas vraiment d'autres films qui en parlent, c'est que
c'est le sujet du soleil. Justement, c'est parce que normalement, tu vas sur la Lune, tu vas sur Mars, tu vas vers autre chose, des trous noirs, des trucs, des machins, mais le côté très autour du soleil. Et là, dans Sunshine, il y a vraiment toute une imagerie où le soleil, c'est quasiment un personnage à part entière. Il y a tout un jeu de couleurs où, à l'intérieur du vaisseau ou dans leur tenue et tout ça, il n'y a que des couleurs très froides. Mais dès qu'il y a les images du soleil, tu as ce côté très lumineux, chaleureux, avec des images super, tu sais, vachement saturées en couleurs et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, donc, c'est un film que Danny Boyle a refusé de tourner à Hollywood parce qu'il avait été échaudé de son expérience avec The Beach, a priori. Celui avec Leonardo DiCaprio. Celui avec Leonardo DiCaprio, où en fait il avait trouvé qu'il n'avait pas du tout assez de liberté, parce que qui dit production hollywoodienne dit producteur et toute une armada de gens qui ont leur mot à dire dans le film que tu fais. Et là il a dit non mais moi je veux faire genre mon film comme je le vois. Et donc ça passe visiblement pas par Hollywood. Et donc il l'a fait financer par son producteur un peu historique, habituel, qui est un producteur anglais, qui est plutôt un producteur de films indépendants. Donc il a vraiment des vibes de films indépendants tout en ayant un budget conséquent. Il a un budget de 40 millions d'euros. De dollars, de livres, je ne sais pas, 40 millions de quelque chose. De 40 millions. 40 millions. 40 millions. Ce qui est un budget conséquent pour un film indépendant, qui n'est pas du tout un gros budget pour un film de science-fiction par contre, mais genre vraiment pas. Donc ils ont un peu dépassé, mais pas tant que ça en fait. Et donc il a vraiment ce côté production indépendante et donc Danny Boyle voulait vraiment le côté liberté. Parce qu'en plus il était vachement fuité, il voulait vraiment faire un film de science-fiction. Mais c'est pas du tout son registre habituel. Donc il avait... Oui, The Beach, c'est pas un film de la Beach. La Beach, la Bad Beach. Ouais, et puis après il a fait Transpotting, il a fait 28 jours plus tard, qui est un film j'ai pas vu d'horreur. Moi j'ai vachement envie de le voir. Ah, c'est un film d'horreur? Oui, non, c'est normal que je ne sais pas ce que c'est. C'est un film avec Cillian Murphy. C'est, je pense, le premier film qui a révélé Cillian Murphy. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que dans Sunshine, il y a Cillian Murphy aussi. J'étais déjà... Il y a Rose Byrne aussi, qu'on aime beaucoup. En fait, alors, je vais aller sur la page... J'étais déjà en train de me dire, ça me donne vachement envie tout ce que tu racontes, mais alors là, je le regarde ce soir. Alors, c'est Cillian Murphy qui a le rôle lead, hein. Chris Evans, il a d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'avais un peu oublié qu'il y avait Chris Evans dedans. Il est tellement lisse. En fait, ça fait quand même... oui, c'est un peu... Il est plus dans la lignée de ce qu'il faisait quand il était... C'est pas très... C'est genre les années 4 Fantastiques, là. Donc, il est plus... C'est les années charisme d'huître. C'est un peu les années charisme d'huître. Alors, un peu plus. Il a vraiment plus de mais bon, quand même carrément pas autant que Cillian Murphy. Donc, dans le film, tu vois vraiment plus qui a plus de charisme que Cillian Murphy. C'est ça. Et après, il a vraiment un gros casting parce qu'il y a aussi Michelle Yeoh dedans, qui est une actrice... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'elle est malaisienne. Oui, c'est ça, c'est une actrice malaisienne que tu... Peut-être... Enfin, moi, je la connais parce qu'elle a fait Tigre et Dragon, qui est un film culte d'arts martiaux. Elle est dans Mémoire d'une geisha. Elle a joué dans un James Bond aussi. Elle a joué dans Demain ne meurt jamais. Et c'est celui qui n'est pas encore sorti, non? Ah non, c'est Demain ne meurt jamais, c'est un vieux avec Pierce Brosnan. C'est lequel Je sais pas lequel c'est. Normalement, je les connais. Du ski, non, je sais pas trop lequel. Sur une portière de voiture dans une avalanche. Ah, c'est celui avec Terry Hatcher. Je sais pas si c'est ça. Donc elle est dans ce... donc il y a cette actrice Michelle Yeoh que moi j'aime beaucoup. Il y a un autre autre acteur qui est Hiroyuki Sanada, qui est un acteur japonais que je pense que tu as déjà vu. Il a joué dans Le Dernier Samouraï par exemple. Il a joué dans d'autres. T'as jamais vu Le Dernier Samouraï? Ah, mais franchement, il est chouette, il est à voir. Pareil, ouais. C'est avec Tom Cruise, c'est ça? C'est avec Tom Cruise. Donc, quand même un gros casting, mais malgré tout, et surtout pour l'époque, parce qu'à l'époque, ni Chris Evans, ni Cillian Murphy, ni Rose Byrne n'étaient vraiment connus. Je pense que les plus connus à l'époque, c'était Michelle Yeoh et Hiroyuki Sanada, qui étaient connus pour des acteurs pas américains. C'est pas Sanada? Sanada, pardon. Excusez-moi, j'ai effectivement écorché le nom, mais ça c'est pas bien. C'est pas grave. Donc un chouette merci. Un chouette casting, vraiment cool. Ça donne vraiment envie. Vraiment porté par Cillian Murphy. Et il a vraiment... et Michelle Yeoh, ça a été la première... Kylian. Cœur sur toi, Kylian. Cœur avec les doigts.
Et Michelle Yeoh, ça a été la première à avoir été castée, et Danny Boyle lui a dit de choisir le rôle qu'elle voulait parmi tous ceux qui avaient été écrits, en lui disant de toute façon c'est pas grave, c'est des hommes ou c'est des femmes, on s'en fout en fait, donc choisis le rôle. Et ça, je trouve ça trop cool. Et effectivement, dans l'histoire, il y a vraiment un côté. Ils sont tous écrits pareil. Ils sont tous écrits pareil, donc vraiment, il y a une bonne écriture. Good job, Dani. Ouais, donc c'est vraiment un très très chouette film de science-fiction. Alors après, je préfère vous prévenir, ça a été un échec commercial et critique mitigé. T'as aimé, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai même mis en DVD, ce qui est quand même. À l'époque, oui, j'avais encore des DVD, c'est gentil. La BO est complètement ouf. Il y a vraiment un côté. C'est vraiment un film d'ambiance. Après, moi j'ai aimé, mais il a des défauts. Dans la structure de l'histoire, le film est un peu déséquilibré entre la première partie et la deuxième partie. Enfin, c'est très long, c'est un peu lent. C'est très long. Il n'est pas très long dans l'absolu, mais c'est un peu lent au début. Il se passe beaucoup de trucs sur la deuxième partie. Et c'est un film qui est aussi beaucoup sur la dichotomie entre les sciences et la religion. Parce qu'il y a vraiment toute une portée presque ésotérique autour du soleil et tout ça. Et donc, tu peux vraiment commencer le film en te disant pur film de SF, tu vois, vraiment 100% science et tout ça, et te dire non, là, ça part en vrai, tu vois. Oui. Donc, si tu le. Mais bon, voilà, maintenant que je vous ai dit ça, si vous l'avez jamais vu, il y a vraiment un côté. Pas oublier le côté ésotérique. Un peu. Et d'ailleurs, en fait, c'est une. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Apparemment, le scénariste de Danny Boyle, lui, il avait à la base écrit vraiment une histoire qui se voulait vraiment être très réaliste, très scientifique, et c'est Danny Boyle qui a voulu y rajouter une dimension plus spirituelle, presque spirituelle, religieuse. Parce que lui, il a été éduqué vraiment dans la religion catholique, a priori. Ouais. Alors aujourd'hui, il est agnostique. Mais comme beaucoup d'entre nous. Mais comme beaucoup d'entre vous. Mais tu vois, il a quand même voulu rajouter. Et je trouve que dans le film, en fait, ça se ressent beaucoup, ce côté. Et c'est vrai que. Et je pense que ça fait partie des critiques. Il y a un peu un côté, le film, tu sais, c'est pas trop si c'est un film sur la science ou un film sur la religion. Mais en fait, c'est un film sur la confrontation entre les deux. Mais je pense que tu peux aimer ou ne pas aimer du coup. Oui, après si tu t'attends à voir de la science-fiction pure, que tu veux pas entendre parler de spiritualité, ça peut exactement. Tu peux te dire qu'est-ce que c'est ce délire. Mais après, il est visuellement... en fait, donc pour vraiment... si vous n'êtes pas sûr après ce que je dis, si vous avez envie d'aller voir Sunshine, allez voir la vidéo de Guillaume Cassard, donc la rétrospective sur Sunshine. C'est une vidéo qui a 1 an à peu près qu'il a fait l'an dernier. Qui est super intéressante. Il y a toute une partie sans spoiler, donc vous pouvez le regarder sans vous faire spoiler. Il annonce quand il commence à spoiler. Et lui, il a eu une formulation, j'aurais dû la noter parce que j'ai trouvé que c'est tout à fait ça. Il dit, c'est genre un truc où genre t'as tous tes sens qui sont sollicités parce qu'il a vraiment un côté visuellement, il est ultra beau et sonorement. Voilà, tous les sens quoi de quand t'entends et de quand tu vois ils sont ébahis par Sunshine. Merci pour cette analyse extrêmement bien avec beaucoup de vocabulaire. Je suis super triste parce que lui, il avait tourné ça vachement bien. Et là, je suis en train de galérer avec mes 3 mots de vocabulaire. Il fallait noter, tu vois. Il fallait noter. T'aurais pu apprendre du vocabulaire. J'aurais pu apprendre du vocabulaire. Non, c'est que des mots que je connaissais déjà, mais je sais pas, je n'arrive pas à les ressortir dans le bon sens. En plus, en vrai, tu as beaucoup de vocabulaire. Ah, c'est gentil. Avec plaisir. Bref, je pense que je vais pas en parler plus. J'espère que je vous ai donné envie de voir Sunshine si vous connaissiez pas. J'avais déjà envie avant, mais alors tu m'as tué à Kylian. Bah oui, c'est ça. En fait, j'aurais dû commencer par là. D'ailleurs, pourquoi on fait le prochain double focus, on le fait avec Kylian. Oui, mais qui? On va trouver, on s'en fiche, ou même que Kylian. Un double focus. Kylian d'un côté, Nafi de l'autre. Bon, ça marche, moi j'ai vu on va trouver. En plus. Mais oui, on va trouver. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est vrai que en plus, moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de voir avec lui, donc ça va me forcer. Très bien. Allez, c'est un prochain double focus ou single focus sur Kylian Murphy. Oui. Mais pour revenir à Chris Evans, dont j'ai effectivement pas du tout parlé pendant cette revue sur Sunshine, mais en toute honnêteté, j'ai effectivement pris l'occasion parce que je me suis dit Sunshine, j'en reparlerai jamais. Bon, mais en fait, si on fait un épisode sur Kylian, peut-être que oui. Ah, mais moi je vais le voir en plus, on pourra peut-être faire un épiside sur le film si je le vois et qu'il me plaît beaucoup. Et si tu penses qu'il y a des choses à dire, il faudrait peut-être que je le revoie, mais j'espère que je ne vous l'ai pas survendu. Moi j'avais beaucoup aimé, mais s'il faut, je l'ai complètement survendu. Mais je vous ai quand même annoncé, il a fait un succès commercial, un échec commercial, sachant qu'il avait un petit budget, 40 millions. Donc échec commercial, ça veut dire vraiment pas beaucoup d'entrées quand tu es à 40 millions. Et critique très mitigée parce qu'effectivement, je pense que vraiment,
soit t'adhères pas. Je pense qu'il y a un peu un côté, je comprends tout à fait les gens qui le regardent et qui se disent c'est quoi ce délire. Ok. Mais moi j'avais beaucoup aimé et j'avais envie d'en parler. Super. Et enfin, le dernier film du jour, avec Chris Evans. Je vais te laisser plus en parler, même si c'est un film qu'on a vu toutes les deux au cinéma. Ensemble. En début 2020, il est dû sortir peut-être aux États-Unis en 2019. À l'époque où on pouvait encore avoir une vie sociale. Mais c'est bientôt. Les cinémas rouvrent le 19 mai. Ça c'est cool. Oui, on est le 1er mai, donc on est à J-18. Ouais. Et je pense que c'est quoi comme jour le 19 mai? Aucune idée, je vais regarder. Parce que qu'est-ce qu'on fait le 19 mai? On pose la journée et on va au ciné. Attends, ça dépend de ce qu'il y a. S'il n'y a que des films français, est-ce qu'on a envie de faire ça? Non, alors il faut que je mette l'année. Non, mais on va trouver. Et tu sais qu'il y aura peut-être Adieu les cons? Ah, c'est ce que j'allais dire. Adieu les cons, on avait envie de voir. Et je sais pas pourquoi personne ne veut me donner un calendrier. Qu'est-ce que c'est comme jour? Ah, c'est un jeudi. Ah. C'est étrange comme date du coup. Mais oui. Ah non, c'est jeudi 29 avril, pardon, je vous raconte n'importe quoi. On s'en fiche. On va donc parler de mon film. Oui, vas-y. Notre film. Mercredi. Mais oui, c'est logique. Oui, donc assez logiquement. Ceci dit, il n'y a pas que les ciné qui réouvrent le 19, donc ça peut pas être un mercredi. Mais je pense que c'est parce que c'est juste avant un pont, non? Et que comme ça, c'est ouvert pour le pont. Je ne sais pas, visiblement, j'ai du mal. Vas-y, enchaîne avec le film. Donc, les cinémas rouvrent, ça sera trop cool. Ouais. Et donc, c'est À couteau tiré. Tout à fait. Qui a l'introduction du film la plus longue, la plus laborieuse de la version. Alors, je pense qu'on a déjà parlé dans un épisode de podcast de À couteau tiré, puisqu'il faisait partie de nos top et flop de l'année 2020, qui est un épisode de podcast qui est sorti en début d'année, en janvier 2021. Donc, on avait déjà dû en dire quelques mots. Oui. Donc je vais pas m'étendre trop longtemps. Il est dans les tops. Évidemment. Peut-être on va quand même préciser que, parce que c'était effectivement les tops et les flops, mais en l'occurrence on a trouvé que c'était cool, sinon on n'aurait pas choisi d'en parler. Exactement. Et donc c'est un film qui est une histoire policière avec vraiment un parti pris très à la Agatha Christie. Oui. Une intrigue vraiment à la Agatha Christie, avec un détective qui là s'appelle Benoît Blanc, mais ça aurait pu être... Qui est joué par Daniel Craig. Qui est joué par Daniel Craig. Mais ça aurait pu très bien être le nom du détective de... Ça aurait pu être Hercule Poirot, ça marchait très très bien aussi. Oui, ça marchait aussi, ouais. C'est vrai que ça reprend plein de codes d'Agatha Christie sur le côté... t'as une mort suspecte, plus ou moins dans un huis clos, dans un vieux avec beaucoup de personnages. Une histoire, là c'est en l'occurrence c'est le patriarche d'une famille, donc toute sa famille était réunie pour son anniversaire. Et chaque membre de la famille a une bonne raison de l'avoir tué, et a un mobile, et a des secrets qui cachent. Donc ça aussi c'est vraiment la Agatha Christie, plein de suspects potentiels qui ont tous l'opportunité, le mobile, les mensonges, les faux alibis, etc. Donc Chris Evans joue un des arrière-petits-enfants, puisque c'est un vieux monsieur. Un petit-fils, pardon. Un petit-fils, pardon. Un des petits-enfants du monsieur, puisqu'il a 80 et quelques années, la personne qui est tuée, qui est un écrivain de romans policiers hyper connu. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Qui rajoute au côté très intrigue dans l'intrigue, dans le sens où lui-même, il écrivait des romans policiers avec des meurtres, tout ça. Exactement. Et donc, il vit, comme on pourrait imaginer, un écrivain de romans policiers un peu excentrique qui vit dans un espèce d'énorme manoir parce qu'il gagne beaucoup d'argent, dans lequel il a des oiseaux empaillés, tout un tas une collection de couteaux improbables. Je vais faire une parenthèse, il y a un couteau tiré qui est sorti en 97, je ne suis pas du tout sur la bonne fiche Wikipédia, mais je partage avec vous cette information, puisqu'il y en a déjà un. Et donc je suis en train de me dire... Qui s'appelait Au bord du désastre en québécois. En québécois, donc je ne suis pas sur le bon à couteau tiré. Donc voilà, c'était juste... À ne pas confondre, on parle du à couteau tiré de 2019. C'est ça. Et donc, pour dire quoi de plus, mais en même temps, le film a une structure assez originale dans la manière de raconter l'histoire. Sans vous dévoiler. Oui, on peut pas en dire plus sans spoiler. Pas vraiment en dire plus. Par contre, il a vraiment, je suis tout à fait d'accord. Il y a un des gros intérêts du film, c'est qu'il n'est pas, tout en reprenant tous les codes classiques qu'on vient de dire, il a vraiment une structure qui est inhabituelle. Ouais. Et qui est hyper bien pensée. Qui est hyper bien pensée, et qui amène vraiment beaucoup d'intérêt au film. Ouais. Et on se l'était dit en sortant du film, c'était une des choses qui nous avait le plus plu. Et l'autre chose qui nous a plu, c'est qu'il a un énorme casting, puisque donc on l'a dit, Daniel Craig qui joue
le détective. Chris Evans qui joue un des petits-enfants. Il y a Jamie Lee Curtis qui joue une des filles du romancier. Ouais. Il y a Toni Collette qui joue une belle fille. Il y a Chris Evans qui joue je viens de le dire. Fils. Ouais. Ah, tu l'as redit? Oui, je l'ai redit. Ah, ok, excuse-moi. C'est pas grave. Don Johnson, on le connaît aussi, non? Ouais, Don Johnson, super connu aussi. Qui joue le mari de Jamie Lee Curtis, justement. Ah oui, c'est ça. Donc, super casting. Ils jouent tous extrêmement bien. Oui. Grosse mention à Daniel Craig. Mais c'est surtout ce film-là qui nous a fait nous dire que vraiment Chris Evans est un super acteur. Oui. Qui, là, il joue dans un registre, alors pour le coup, complètement différent de tout ce dans quoi on l'a vu. Oui, c'est clair. Et il est génial. Ouais, et c'est vraiment, c'est tout à fait ça. C'est vraiment moi, j'avais jamais vu dans aucun de ceux qu'on a cités, il a dans ce registre-là, et c'est vrai qu'il est vraiment bon. Donc, c'est rassurant de se dire qu'en fait, et c'est ça. Ouais, et puis vraiment, pas du tout dans un rôle à la Captain America. Il amène vraiment un truc. C'est crédible, tu y crois vraiment, et donc c'est vraiment ce film qui nous fait dire, parce que moi j'ai beaucoup parlé de Sunshine où il est dedans, mais en toute honnêteté je me rappelais pas de lui, donc je sais pas dire on rigolait tout à l'heure s'il était bien dedans ou pas, mais bon, je pense que tu vois, il était pas marquant de ouf. Là, à couteau tiré, moi ça me fait vraiment me dire, c'est pas un acteur qui sait faire que Captain America, il va vraiment savoir, et là maintenant que la période de Captain America est terminée avec lui, j'espère qu'on va le voir dans plus de choses, dans des registres différents. Et après, il a aussi sans doute gagné en expérience, parce que mine de rien, tous les films Captain America qu'il a fait, même si c'est le même rôle, je trouve qu'il s'est vraiment épaissi là en tant que. Ah oui, c'est clair. Comme, bon, physiquement, il est plus barré qu'avant, mais c'était pas dans ce sens-là que je le dis. Non, mais dans ce registre, il est vraiment top. Et du coup, ça me permet de dire dans ce dans quoi moi je l'attends. Et à couteau tiré, alors je sais pas s'il sera dedans, mais je pense pas. Va avoir deux suites qui seront sur Netflix. Puisque Netflix a acheté donc, les droits pour deux suites. Je pense qu'on retrouvera Daniel Craig dans son rôle de Benoît Blanc, mais on ne retrouvera probablement pas Chris Evans. Autres. Ouais, à mon avis, effectivement, on va retrouver le détective, mais je pense que cette histoire-là... Un peu à la Agatha Christie, exactement. Ouais, plus en mode, effectivement, on a un détective. Et du coup, moi, le film, alors le programme donc, alors que j'attends pas parce que c'est déjà sorti, mais pour lequel j'aimerais vraiment regarder cette phrase, mon Dieu, je recommence. Le programme qui existe et que tu n'as pas encore vu avec Chris Evans et que tu aimerais voir. J'aimerais beaucoup voir et que j'ai pas encore vu parce que c'est sur la nouvelle plateforme de Apple. Que du coup, moi, comme je suis pas du tout cliente Apple, que j'ai pas encore prise, c'est Defending Jacob, qui est une série dont j'ai entendu parler sur le podcast Spotlight, qui est le podcast de Allociné, où ils en disaient beaucoup de bien, et où il joue un procureur dont le fils adolescent est accusé de meurtre, il me semble, en tout cas un truc grave. Je sais pas, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois que tu m'en... Enfin, c'est toujours toi qui m'en parles, donc je sais pas de... T'as pas du tout, je ne peux pas t'aider dans cette... Je peux regarder, ceci dit. Et donc c'est son fils, Jacob, qui est accusé, il me semble, de meurtre. Et du coup, il doit défendre son fils. Oui, ça a l'air d'être une histoire de meurtre, effectivement. Ouais, c'est ça. Et en plus, en tant que procureur... Son fils est accusé d'avoir tué un élève de sa classe. Voilà. Et ce qui, en plus, en tant que procureur adjoint, apparemment, je vois là, le met dans une situation particulièrement délicate, puisque normalement... mais il y a Michel Dockery dedans. Qui doit jouer la mère, non? Qui doit, sans doute. Oh, quel beau couple. Oui. Ah là là, je valide tellement. Ouais, c'est clair. On est d'accord, hein, Chris Evans et Michel Dockery. Et du coup, est-ce que ça te donne pas super envie de voir cette série? Si, mais tellement. Ouais, complètement. Mais à chaque fois que t'en parles, je me dis que j'aimerais bien, effectivement, mais... Est-ce qu'il y a le mois gratuit sur la plateforme de Apple? Dites-nous si vous avez déjà essayé, ça ressemble pas à Apple quand même, faire un truc gratuit chez Apple. C'est vrai que Apple, ils aiment pas trop, le gratuit. Ils te vendent le petit adaptateur de genre, on t'a fourni un ordinateur où il n'y a aucune prise et l'adaptateur coûte $250. Non, tu ne pourras pas le charger si tu n'achètes que 50 €. C'est rien, attends, ça va. Le truc de genre, on a oublié de mettre des prises et du coup on va te faire payer 50 € pour qu'il soit tout fin. Tu critiques mon Mac, il t'entend, le pauvre, il va être vexé. Ouais, il me faudra peut-être payer 50 balles pour avoir du mal. Moi j'ai de la batterie et toi t'es arrêté t'as plus de batterie depuis la moitié de l'épisode. Oui, enfin moi mon PC il est allumé depuis hier. Ah, donc tu es juste mal organisé en fait. Oui, je défends mon Mac comme je peux. Écoute, oui, t'as pas beaucoup de... Alors, je dis pas qu'ils ont pas d'avantages, ils ont le mérite d'être intuitifs pour les gens qui sont nuls avec la technologie.
C'est l'argument de tout le monde. Oui, mais moi, tu comprends, ma mamie de 60 ans, depuis qu'elle a un Apple, un iPhone, elle me demande plus de l'aider. C'est l'argument principal. Il y a d'autres arguments, mais c'est vrai que c'est très intuitif, y compris quand t'es bon en technologie. Ça reste l'argument principal quand même. Bah oui, après c'est sûr qu'il y a un côté... Mais c'est vrai que c'est relou parce que tout est payant. Tout est verrouillé et tout est cher. Mais bon, ça c'est une premium. Bon, si tu vois, si tu fais... Si tu veux être sur une image de marque de trucs chers, bah du coup, tout même le petit adaptateur est payant. Et donc effectivement, pour reboucler avec ce qu'on disait, je suis plus pas sûre qu'il y ait de mois gratuits d'essai sur la plateforme. Mais faudrait peut-être regarder. C'est vrai que ça a l'air d'être une chouette série. Surtout que, c'est donc la plateforme, c'est Apple TV+, et il y a plein de trucs qui donnent envie en termes de série, parce qu'il y a aussi The Morning Show dessus, j'ai super envie de voir, qui est une film sur un morning show, comme ils font aux États-Unis. Donc pas la matinale de France 5 comme on a nous, ou sur France 2, et qui est une série avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston qui jouent les deux il y a les deux stars aussi dedans. Mais et ça a l'air génial. Écoute, tu vois, en fait j'avais dit oui, mais je pense que j'en avais jamais entendu parler. Je pensais que c'était autre chose, mais j'avais pas du coup je savais pas. Moi j'en ai pas mal entendu parler parce que je suis les deux sur Instagram et elles en ont fait pas mal de la promo, les deux, donc Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Et c'est... alors, il me semble que dans l'idée, c'est un peu, tu sais, univers impitoyable des présentateurs. Il y a normalement, je sais plus si c'est Jennifer ou Reese qui est normalement la présentatrice historique. Et il y en a une autre qui est recrutée par la chaîne et qui arrive. Et du coup, il y a un contexte de... Voilà, je vous lis la première ligne du synopsis. Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux États-Unis alors qu'éclate au grand jour un scandale d'inconduite sexuelle. Ça a l'air génial. Ça a l'air cool. Donc ça fait au moins 2 séries que j'ai envie de voir qui sont sur il faudrait peut-être se renseigner pour voir. On se renseigne, Donc voilà, moi, très bien. Pour faire un peu le parallèle avec Black Widow qu'on attend avec Scarlett, moi j'aimerais bien voir Defending Jacob qui est déjà sorti. J'avais pas bossé cette partie du podcast, qu'est-ce qu'on attend, mais je suis d'accord avec tes attentes et j'ai aussi envie de voir Black Widow et Defending Jacob. Donc ça me va. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour là, on a plus rien à dire. Donc sur ce, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode et à plus. Un épisode avec Kylian. Peut-être pas le prochain, mais bon, un jour. Bientôt. À plus. À plus.